Bonjour à tous. Bonjour les amis. Bonjour et bienvenue à cet événement un petit peu exceptionnel puisqu'il s'agit du premier webinaire de la SFCO, la Société de chirurgie orale. Alors, pour présenter cette Société de chirurgie orale, je voudrais prendre quelques minutes pour que tout le monde la connaisse parce que je pense que c'est pas évident que tout le monde la connaisse. C'est une société qui est déjà ancienne puisqu'elle a 44 ans. Elle est née en 1977. Elle compte plus de 500 membres qui sont tous organisés, intéressés par la chirurgie orale. Les membres ont bien sûr des avantages, en particulier celui d'avoir un workplace, c'est-à-dire un endroit où on peut échanger des cas cliniques, échanger des informations, comme par exemple l'événement de ce soir. Cette société, si on peut voir mon écran sur le... Voilà ici. Cette société, elle se veut la vitrine de la spécialité de chirurgie orale, mais également et surtout, elle est ouverte à tous. C'est vraiment quelque chose que nous essayons de rendre le plus ouvert possible. Et nous sommes très heureux d'accueillir les visiteurs, les gens qui sont intéressés, notamment par notre site. Ce site, c'est celui de la chirurgie orale. Vous voyez le nom qui s'affiche là-dessous. C'est sociétéchirurgicale.com. Tout le monde peut venir y trouver ce qui l'intéresse. Elle est ouverte aux spécialistes en chirurgie orale. Elle est ouverte à tous ceux qui sont intéressés, les omnipraticiens bien entendu, les internes, et puis voilà, tous ceux qui peuvent trouver un intérêt dans la chirurgie orale, dans la médecine orale et dans l'implantologie. Pour cette société, il y a donc ce site, voilà, qui apparaît ici dans sa forme que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a beaucoup de rubriques, vous voyez, et on peut avoir tout ce qu'on cherche sur la chirurgie orale, les actualités, la littérature, les informations sur les congrès, sur tout ce qui se passe en direct. C'est une société scientifique qui est au service du plus grand nombre, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple comme chose intéressante? Eh bien, on peut trouver des recommandations qui peuvent... alors, parmi ces recommandations, les choses les plus intéressantes, par exemple, ce sont l'emploi des vasoconstricteurs en chirurgie orale, l'emploi, vous voyez, il y a quelques titres qui s'affichent ici, plus récemment, la gestion des patients qui sont sous anticoagulants ou antiagrégants. Tout ça, c'est au service de tous pour que vous puissiez, pour qu'on puisse choisir la meilleure décision dans le plus grand intérêt de notre patient. Cette société, elle a un autre organe qui paraît très intéressant, c'est celui de notre journal qui s'appelle désormais JOMOS, en anglais, hein, Journal of Oral Medicine and Oral Surgery. Alors pourquoi en anglais? Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde francophone qui nous ont un petit peu qui ont regretté qu'on passe à l'anglais. Je dirais malheureusement ou heureusement pour nous, c'est la façon de nous faire connaître partout à l'étranger. Le journal a explosé depuis qu'il est en ligne. C'est un journal qui est ouvert à tous, entièrement gratuit, avec des téléchargements gratuits, et il y a plus de 500 000 téléchargements par an, donc c'est vraiment la chose qui nous permet de nous faire connaître à l'étranger et d'apporter le message de la chirurgie orale française aux praticiens français qui lisent l'anglais et puis à tous les autres qui sont intéressés par la chirurgie orale. La chirurgie orale, la Société française de chirurgie orale, c'est aussi des congrès. Comme toutes les sociétés scientifiques, on a eu le malheur avec le Covid d'avoir à reporter notre congrès prévu l'an dernier au mois de mai. Eh bien, bonne nouvelle, vous voyez aujourd'hui on enlève les masques et on a le grand espoir de pouvoir organiser notre congrès à Bordeaux les 9, 10, 11 septembre, au même endroit que prévu, avec le thème qui est celui de la chirurgie orale chez l'enfant,
Alors c'est un peu particulier, pourquoi l'enfant? Ben, vous le découvrirez. Et il y a également une partie implantologie qui est systématique dans nos congrès. Ces congrès sont ouverts à tous. Pour les jeunes internes, etc., enfin les jeunes internes membres en particulier, le congrès est gratuit. Donc on essaie d'attirer les jeunes vers les congrès, la connaissance, la communication. Ils peuvent s'exprimer, se retrouver. C'est très important. Je pense que ça va nous faire le plus grand bien avec tout ce que nous avons vécu de confinement, de masques et de solutions hydroalcooliques. Ça va nous changer un petit peu le moral. Donc je vous donne rendez-vous, et c'est pour moi l'occasion d'en faire la publicité, vous l'avez compris, au mois de début septembre, 9, 10, 11 septembre, pour ce congrès à Bordeaux. Donc voilà les dates, pour si vous n'avez pas noté, en plus grand, 9, 10, 11 septembre. Outre le webinaire de ce soir, eh bien, il y a d'autres programmes qui sont prévus. Avant la fin de l'année, on devrait avoir 2 autres séminaires, tout aussi gratuits et tout aussi agréables que celui de ce soir, du moins je l'espère, on n'est pas encore là, mais on y va, avec un programme branché, vous voyez, sur l'implantologie également, avec le professeur Géraldine Lescaille qui nous parlera des inhibiteurs de la résorption osseuse et de la prise en charge en implantologie. Je pense que c'est un thème qui est tout à fait d'actualité. On a de plus en plus de patients qui sont sous denosumab ou sous biphosphonate, qui ont des ostéonécroses, qui peuvent avoir des ostéonécroses. Donc je pense que ça intéresse tout le monde et ça c'est très bien de faire le point parce que les choses évoluent et de savoir où on en est. L'autre point qui sera développé peut-être en décembre, à la fin de l'année, les dates ne sont pas encore précisées, mais elles vous seront communiquées, c'est celui de la chirurgie guidée, qui sera présenté par quelqu'un qui est vraiment très en avance dans ce domaine, qui est Marc Baranès, qui fait partie également de notre conseil d'administration, comme Géraldine Lescaille, et comme notre conférencier de ce soir, Georges Coury. Alors, ce soir, on a un webinaire gratuit. Pour la société, c'est quand même un effort, et cet effort, il est largement soutenu par nos partenaires. Donc vous voyez ici les noms qui s'affichent, et que je tiens vraiment à remercier chaleureusement, parce que sans nos partenaires, pas grand-chose serait possible. Donc merci à eux, merci de rendre possible cet événement, merci de nous faciliter l'accès à ce nouvel outil de communication, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, nous faisions des congrès en présentiel. On a un peu hésité, fallait-il faire un congrès en distanciel? Le webinaire s'est imposé comme l'outil de communication adapté aux circonstances. Un congrès de plusieurs heures à la suite, je pense que c'est lassant. On a tous subi des visioconférences pour le travail, pour l'information, pour des staffs, pour l'administration. C'est vraiment très lourd, c'est pénible. J'espère que ce soir, vous n'allez pas vous ennuyer parce que le format de ce webinaire, il est court. Hein, c'est une séance d'1 heure avec 3/4 d'heure d'exposé et puis 1/4 d'heure de conférence. Donc là, je pense que vraiment, ça devrait bien passer. Et je souhaite également remercier Jérôme Lipowitz et la société ABC-DEN qui nous apportent un soutien technique vraiment déterminant. Donc merci à tous nos sponsors et merci à vous d'être ici ce soir. Ce soir, on reçoit donc Georges Coury. Georges Coury est probablement très connu, en particulier des gens qui font de l'implantologie. Pour le présenter un petit peu plus, il faut dire que c'est un chirurgien oral. Il est qualifié en chirurgie orale et c'est le membre fondateur, il est fondateur et c'est le directeur scientifique du DU de chirurgie préimplantaire de Paris-Rothschild. Donc je pense que sans plus attendre, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que ce webinaire, il est retransmis sur YouTube, sur que sais-je, Facebook, effectivement. Donc vous avez la possibilité d'envoyer des questions, de poser des questions, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir communiquer. On attend donc vos retours, vos questions.
de façon à alimenter le débat qu'il y aura après l'intervention de Georges. Voilà, j'espère que vous êtes tous là, bien arrivés, devant votre écran, et qu'on va pouvoir commencer dans de très bonnes conditions cette soirée. Je passe donc la parole à mon ami Georges. Merci, merci. Je suis très touché par tes mots et puis je suis ravi également de pouvoir inaugurer cette première séance de conférence sous l'égide de la SFCO et société à laquelle je suis attaché depuis très longue date et dans laquelle effectivement on est un certain nombre à s'identifier pleinement. Donc le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui, après en avoir discuté avec le comité d'organisation, est de traiter d'un chapitre peu connu dans les augmentations osseuses que sont les ostéotomies axiales. Donc le titre aujourd'hui n'est pas suffisamment précis, on ne parlera que de l'ostéotomie axiale, je ne parlerai pas de la transversale. Transversale que j'ai déjà eu le plaisir de présenter durant le confinement, effectivement, avec ABC Dents et qui est toujours disponible en ligne. Tu me diras si je ne m'abuse, elle est toujours disponible en ligne pour ceux qui n'ont pas pu effectivement la suivre à cette époque-là. Donc l'ostéotomie axiale, eh bien, on va essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble, quels sont les indicateurs cliniques, quelles sont les perspectives, quelles sont les projections dans la stabilité des volumes augmentés. Et vous allez voir, c'est quand même un chapitre assez passionnant, puisqu'on se basera sur des principes d'augmentation qui ne sont pas du tout ceux que l'on connaît dans les augmentations osseuses en général. Et on va essayer de l'étayer, on va essayer de le développer et de voir un peu les éléments fondamentaux. Donc, cette classification des ostéotomies, je l'avais proposée en 2005, en proposant la terminologie d'ostéotomie segmentaire et en parlant d'ostéotomie segmentaire. Je dois monter le son apparemment, donc je m'y attelle. En parlant d'ostéotomie segmentaire, en fonction de la direction, elle prendra la terminologie transversale pour corriger l'épaisseur, chose dont nous avons déjà traité, axiale pour corriger la hauteur, et cette axiale a une adaptation particulière que j'ai appelée de rotation, qui permet effectivement de corriger des déficits en 3 dimensions, en hauteur et en hauteur, en se basant sur des principes de cicatrisation de type fracturaire. L'idée étant, surtout dans l'ostéotomie axiale, nous ne sommes pas dans la potentialisation de la vascularisation comme dans la transversale, pour ceux qui reviendront sur le chapitre un peu plus loin. On parlait de potentialiser la vascularisation en ouvrant les espaces médulaires dans l'ostéotomie transversale. Ici, on va maintenir la vascularisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit dans les augmentations osseuses. Ce ne sera pas un bloc osseux qui sera ischémié, qui sera en rupture vasculaire, qui va servir à l'augmentation. Ce n'est pas une régénération osseuse avasculaire qui va permettre une augmentation. C'est le déplacement d'un cal osseux, le déplacement d'un segment osseux pédiculé et une cicatrisation de type fracturaire. Et donc pour aller dans le sujet, on va essayer effectivement de voir les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est que l'ostéotomie est une ostéotomie complète. Elle est guidée, elle est tracée, elle est définie dans son volume et nous allons garder les pédicules vasculaires attachés, on va le voir, au niveau crestal et au niveau palatin ou lingual, de façon à pouvoir maintenir ce faible segment osseux qui va être déplacé, de le maintenir complètement vascularisé. À la différence des ostéotomies axiales progressives, qui sont connues plus fréquemment sous le nom de distraction alvéolaire, un principe relativement ancien, il remonte aux années 50 d'Ilizarov, qui a été repris à la fin des années 90-99 très exactement par Chin pour les ostéotomies et pour les distractions alvéolaires axiales, donc qui permettent de corriger dans un axe. Et bien de cette expérience que nous avons pu avoir dans ces ostéotomies, nous étions peu de personnes à travailler dans ces années-là, en 99-2000, sur les ostéotomies, plutôt sur les distractions alvéolaires, et des échecs et des succès de ces distractions alvéolaires, j'ai abouti à l'ostéotomie de translation. Donc cette ostéotomie de translation axiale va emmener un segment osseux à sa position finale et va le positionner dans sa position terminale. On va aller sur les premiers cas, parmi les premiers cas traités, en tous les cas un des premiers cas que j'avais documenté de A à Z et que j'ai eu le plaisir de présenter à l'EAO en 2004, donc, où la thématique était les augmentations osseuses et l'accélération de la cicatrisation osseuse par les traitements par les traitements de nanostructures à la surface des implants. Donc là, c'est une patiente diabétique équilibrée, 74 ans, avec une atrophie mandibulaire postérieure droite, des patients qui étaient à l'époque prétendants pour les augmentations osseuses par prélèvement autologue. Les prélèvements autologues que nous faisions dans ces années-là étaient surtout des prélèvements exobuccaux, c'était des prélèvements particuliers qui étaient déjà passés de mode, et on commençait à puis par la suite des prélèvements latéromolaires
plutôt que rétromolaire. La terminologie rétromolaire n'est pas vraiment adéquate. Latéromolaire, on peut prélever beaucoup plus en avant que les molaires dans certains cas. Donc, ces ostéotomies-là, on peut essayer de définir éléments à risque. Ici, vous avez bien entendu le nerf et son émergence. On sur lequel nous allons nous pencher. À partir du moment où on va définir les organes et les supports osseux, la ligne oblique en est un élément fondamental. Cette ligne oblique, elle définit les volumes et le couloir osseux qui, par cette ligne oblique, par que les dents sont montées dans entre ces deux structures anatomiques. Donc, voilà. Donc la ligne oblique et la ligne myloïdienne qui est apparue un peu brièvement avant de repartir. Donc, à partir de ce montage directeur, à partir d'une tomodensitométrie, ici un cone beam, on va voir un scan, pardon. À l'époque, nous étions sur l'époque des scans, nous n'avions pas de cone beam. Nous visualisons une situation à l'impact de nos positions implantaires avec une hauteur résiduelle entre 3 et 4 mm dans le secteur du canal dentaire. Donc, il est évident qu'à cette époque-là, nous étions en pré-validation des implants courts, nous n'étions pas encore validés sur les implants de 6 mm. Et le challenge qu'on s'était posé à l'époque, et notamment pour la présentation pour l'EAO, c'était de valider les implants courts dans les milieux augmentés, et en l'occurrence ici, dans les ostotomies de translation. Donc l'objet de l'augmentation osseuse ne va pas être une reconstruction dans des dimensions spectaculaires, mais elle va être plutôt axée vers l'utilisation de ce complément, l'implant court associé à ces ostotomies. Donc la question ne se pose pas, doit-on choisir un implant court ou réaliser une augmentation osseuse? Ça ne doit pas être la question. Par principe, un implant court est toujours de mise et l'augmentation osseuse peut être un élément qui permettra la pose de cet implant à un moment donné. Donc nous allons essayer de regarder la structure et plutôt l'acte chirurgical. L'acte chirurgical, nous voyons ici le mince pédicule de muqueuse kératinisée dans cette crête atrophiée. Et vous voyez dans la partie médiane de la diapositive un décollement qui a été réalisé en préservant la muqueuse kératinisée à la surface. Donc là, c'est fondamental. L'incision est réalisée sur la ligne latérale, sur la ligne oblique en vestibulaire, en préservant 2 à 3 mm de la muqueuse attachée sur la partie crestale. Et en l'occurrence, ici, on va tomber dans la ligne, à la jonction de la ligne mucogingivale. Nous sommes dans une incision qui n'est pas du tout dans un tissu kératinisé. Nous sommes dans une incision qui est dans les tissus libres, la continuité de la partie jugale. Bien entendu, minutieusement, nous allons décoller ce périoste, nous allons exposer l'émergence du mentonnier, qui est notre premier et seul repère anatomique visible qui va nous permettre de réaliser cette ostéotomie. À partir de là, l'ostéotomie va être, dans ce cas précis, réalisée sur la ligne oblique, en suivant la courbure qui est dessinée par la muqueuse, et en partant, bien entendu, le point de départ de l'ostéotomie, ou plutôt du tracé d'ostéotomie, ça va être 1 mm au-dessus de l'émergence du mentonnier. 1 mm au-dessus du mentonnier, nous savons que nous sommes au-dessus de la trajectoire, et en suivant la courbe de la mandibule et en superposant sous ses yeux effectivement les éléments que sont les CT scans ou les cone beams et en même temps les radios panoramiques, nous allons pouvoir visualiser la courbure de cette structure anatomique résiduelle, de cette crête résiduelle, et réaliser une ostéotomie complète. Qu'est-ce qu'une ostéotomie complète? C'est une ostéotomie qui prend en même temps la corticale vestibulaire, en même temps la corticale linguale et en même temps les ostéotomies verticales, mésiales et distales qui permettent de couper le segment complètement. Le segment est totalement libéré de son adhérence osseuse. Souvent, la question qui m'est posée, c'est comment on fracture une fois qu'on a fait l'ostéotomie. On ne fracture pas une fois qu'on a fait l'ostéotomie. Une fois que l'ostéotomie est faite, le segment osseux est libre et il reste attaché à sa structure muqueuse au niveau de la crête et au niveau de son versant lingual. Et à partir de cette tranchée, vous voyez ici les instruments des décolleurs qui sont placés, on va ouvrir en soulevant ce segment et on va se retrouver de l'autre côté en présence de la partie linguale, de la partie muqueuse linguale en regard du lingual. Dans le plancher de la bouche, toutes les structures anatomiques que vous connaissez, qu'elles soient vasculaires ou nerveuses, et on verra ici dans quelques instants une petite image anatomique pour bien illustrer cet espace-là. Eh bien, à partir de ce moment, nous allons avec des instruments mousse, ici des décolleurs de sinus qui étaient utilisés, eh bien on va relaxer vers le plancher et certainement pas vers la crête. Il nous faut
maintenir à tout prix la vascularisation linguale de la crête et bien entendu la crestale à laquelle on n'aura pas tout. Donc on va descendre, décoller sur la partie apicale du plancher et avec les coups durs des instruments, donc muscles dont nous disposons, venir relaxer en mésial de l'ostéotomie et en distal de l'ostéotomie. Et vous savez, vous imaginez qu'à ce stade-là, eh bien, nous allons croiser la structure anatomique du nerf lingual ainsi que des vaisseaux qui sont dans cette région. Une fois que l'ostéotomie a été possible, une fois que la libération tissulaire l'a permis, on va pouvoir soulever le segment osseux et le stabiliser. Vous voyez ici un dispositif de stabilisation par plaque d'ossosynthèse, une plaque en H a été utilisée ici, et avec 2 vis crestales dans le segment libre et 2 vis dans la partie basale qui n'a pas été déplacée. Les PRF. Les PRF, je suis un fervent adepte et défenseur de PRF, notamment dans la cicatrisation des tissus mous. Aujourd'hui, on le sait, la publication internationale sur ce point-là est parfaitement claire et précise. C'est un très grand potentialiseur de l'angiogénèse. Et sur la cicatrisation des tissus mous, c'est un élément fondamental. Et ce qui nous intéresse, pour ma part, c'est une opinion tout à fait tranchée et en tous les cas validée par le recul de l'ensemble des techniques d'augmentation osseuse avec lesquelles on a pu travailler. L'élément clé de la cicatrisation est la vascularisation. Ce ne sont pas les éléments osseux. Donc, ces facteurs vasculaires que sont les facteurs plaquettaires vont nous permettre une accélération extrêmement rapide. Et vous voyez chez cette patiente, n'oubliez pas, elle avait plus de 70 ans. Les suites opératoires, nous sommes à 1 semaine, quasiment rien. Antalgique de niveau 1 pour 1 journée derrière. Et la cicatrisation intrabuccale des tissus mous. Vous voyez que les tissus mous sont parfaitement cicatrisés à 1 semaine, dopés par ces facteurs plaquettaires, mais également favorisés par la faible invasivité de cette muqueuse, de cette technique chirurgicaire qui préserve la muqueuse de façon extrêmement stable. À la différence, et peut-être à ce stade-là, on aura l'occasion de le revoir un petit peu plus loin, on peut déjà dire que la relaxation tissulaire pour la fermeture de l'espace, elle est très modérée. Contrairement à une augmentation en volume de surface à la surface d'un os, quelle qu'elle soit, le fait de déplacer le segment osseux, de lui garder son pédicule vasculaire accroché, eh bien nous remontons le versant lingual de cette muqueuse qui va venir attacher à cette crête qui a été déplacée. Et donc, le peu de couverture qui nous reste à faire pour pouvoir refermer le site, c'est une relaxation jugale dans la muqueuse libre pour venir fermer latéralement au niveau du site. Et donc, c'est une relaxation qui est extrêmement simple, peu invasive, peu de suite opératoire, peu d'hématome, comme vous le voyez sur ce cas et comme on pourra le voir dans beaucoup d'autres cas. Voici la fin de l'ostéotomie et la radiographie de contrôle. Nous voyons ici donc les 2 lignes d'ostéotomie mésiale distale. En rouge, ce sont les fractures, les ostéotomies complètes qui ont été faites. Et nous voyons que cette ligne oblique qui descendait en mourant jusqu'au mentonnier, jusqu'au trou mentonnier, eh bien maintenant, elle est dans une position beaucoup plus crestale. Elle est pratiquement à l'alignement de la crête. Et vous voyez sur la diapositive de droite la cicatrisation de type fracturaire. Ça veut dire que cette ligne oblique est parfaitement en cordance, parfaitement identifiée, pas totalement remodelée, avec une soudure de la fracture qui se voit très nettement sur la partie distale. On la voit un peu moins sur la partie mésiale parce qu'il y a la superposition avec la canine, mais sur la partie distale, donc sur ce trait de fracture distale, on a très nettement cette image de cicatrisation fracturaire. Alors la cicatrisation fracturaire, on en parlera rapidement peut-être un peu plus loin, c'est 3 semaines. Les berges fracturaires sont cicatrisées, le cal osseux est formé en 3 semaines, minéralisé, fermé en 3 semaines. Ce qui n'est le cas d'aucune augmentation qui puisse être stable. Ça ne signifie pas que le matériau s'est remodelé, ça ne signifie pas que la totalité de la cicatrisation du site d'augmentation est observée ou terminée, mais en tous les cas, les structures sont déjà définies en termes volumiques à partir de cette 3e semaine. Nous nous retrouvons ici effectivement avec cette patiente 4 mois plus tard. 4 mois plus tard, l'ostéotomie, nous sommes passés de 3 mm à 6 mm. On verra qu'il y a un petit facteur de rétraction dans les augmentations. On était ouvert à 4 mm en distal. C'était parmi les premiers cas sur lesquels on était peut-être les moins courageux. Et effectivement, on voit par contre que cet objectif de pose d'implant 6 mm à ce stade-là va être parfaitement validé et en tous les cas réalisable. Donc nous sommes passés à des dimensions qui permettent l'utilisation et la validation de ce qui était l'objectif à l'époque, les implants courts. Plus intéressant que l'augmentation volume et puis que la partie radiologique, c'est d'essayer de regarder à quoi ressemble la cicatrisation au niveau du site. Nous sommes ici au niveau du site avec une réentrée à 4 mois et je vous invite à observer ce qui se passe sur les parties latérales de la plaque. Vous voyez la ligne oblique qui était
à ce stade-là complètement blanche. Vous vous souvenez de l'image radiologique, l'image clinique. Nous étions sur un os qui était extrêmement peu vascularisé. Et regardez maintenant à quoi ressemble cette partie vestibulaire, cette partie cristal qui a été soulevée en vestibulaire. Eh bien, nous sommes dans une partie osseuse qui est beaucoup plus vascularisée. Ce segment cortical de surface, on le voit, est en plein remodelage. Il y a plein de puits vasculaires et surtout l'espace médulaire qui est ouvert présente une architecture qui a une minéralisation extrêmement puissante et extrêmement rapide. On voit des structures de type travée en mésial, on voit un os néoformé extrêmement riche en distal, à l'endroit juste en arrière de la plaque. On peut avoir parfois des petites invaginations tissulaires extrêmement modérées, mais elles sont rarement très importantes. Et vous voyez qu'à ce stade-là, eh bien, on va placer les implants de façon assez conventionnelle selon le guide. Donc les 4 implants prévus ont été placés et les flèches vous désignent le niveau osseux à partir desquels ces implants ont été placés. On est légèrement infraosseux en lingual pour l'ensemble des implants. Nous sommes infraosseux en lingual. La crête linguale est toujours un peu plus haute du fait de la remontée. Et on voit qu'en vestibulaire, nous sommes juxtaosseux sur les 2 implants distaux et nous sommes légèrement supraosseux sur les 2 implants mésiaux. Ce sont des éléments qui sont intéressants parce qu'on va revoir la cicatrisation dans quelques secondes. Donc les implants mésiaux légèrement infra-lingual, légèrement un demi-millimètre exposé sur la partie vestibulaire de l'implant, sur la partie rugueuse vestibulaire, et les autres sont juxtaosseux. Réentrée chirurgicale, 4 mois. Voilà à quoi ressemble une réentrée chirurgicale sur un site d'ostéotomie axiale. Nous avons systématiquement des croissances osseuses sur toutes nos surfaces implantaires. Vous le voyez ici en lingual, les 4 implants, du fait de ce maintien de pédicule vasculaire, de cette crête vascularisée, eh bien nous avons un os qui est extrêmement puissant en termes de réparation. Nous avons une croissance osseuse qui vient recouvrir les implants. Là, il n'y a aucun ajouté secondairement. Et bien entendu, sur les zones où nous étions juxta-osseux ou légèrement infra sur les 2 implants distaux, on a des recroissances osseuses également qui se font dans une moindre mesure. Mais sur les surfaces qui étaient exposées à peu près 0,5 mm sur les 2 implants mésiaux, effectivement, là, nous n'avons pas de croissance osseuse. Donc ça ne se comporte pas mieux qu'un os natif, loin de là, mais ça fonctionne exactement comme un os vascularisé, natif, non augmenté. Et c'est quelque chose qu'on va observer de façon assez régulière. Donc nous avons ici la radiographie lors de la mise en fonction, au 2e temps opératoire, les implants, et on suit le patient à 12 mois, à 9 ans, et nous avons effectivement une stabilité tissulaire qui est quand même assez intéressante. Regardez le gain en densité dans la zone d'ostéotomie. Nous avons des zones blanchâtres qui arrivent, nous avons des gains de densité qui sont extrêmement puissants, un niveau osseux marginal extrêmement stable. Bien entendu, ce niveau dépendra de l'implant utilisé. Si on utilise un implant qui a une très forte contrainte au niveau cristal, où effectivement le platform switching n'est pas adéquat, n'a pas été correctement mené ou qu'il est absent, on va avoir une réorganisation cristal. Donc l'idée n'est pas de dire que cette autre technique permet une augmentation osseuse meilleure que d'autres. Non, on aura une augmentation osseuse à l'image d'un os natif. Et cet os natif, une fois obtenu, eh bien, il dépendra de votre second geste chirurgical qui est la pose des implants. Alors, pour parler du nerf lingual, tout à l'heure j'étais un petit peu speed, j'ai tapé un double R parce que je voulais mettre une image anatomique. En fait, vous avez tous deviné que c'est un F à la place du R. Eh bien, le nerf lingual ici, j'ai tracé 2 petites flèches illustrant les ostéotomies dans 2 plans de l'espace. Donc l'une en tirant les tissus, l'autre sans tirer les tissus. Et vous voyez que nous avons systématiquement le passage du nerf lingual en regard de notre ostéotomie axiale distale, systématique. On va croiser le lingual. Et sur l'ostéotomie horizontale, et ça on l'imagine, je n'ai pas pu mettre la diapositive tout à l'heure de ce décollement du mylohyoïdien et du nerf lingual, mais vous imaginez que si dans ce site nous avons une tranchée horizontale qui est faite et qui fracture, plutôt qui coupe complètement le mur lingual, on va croiser plus d'une fois, on va longer le nerf lingual dans sa partie horizontale, on va longer le nerf lingual. Pourquoi ces éléments sont importants? C'est qu'il est strictement interdit, c'est une faute opératoire de réaliser cette ostéotomie autrement qu'avec un instrument de piezo non séquent. Pas un instrument séquent de type extraction qui est coupant. Et ça, il faut bien faire attention au choix de l'ostéotome que vous allez utiliser pour utiliser des ostéotomes de piezo et non pas de section, parce qu'on a également des ostéotomes de syndesmotomie qui permettent de favoriser une extraction. Ils sont à éviter comme la peste parce qu'ils sont extrêmement tranchants et qu'ils vont effectivement générer une blessure, non pas à cause du piezo, mais à cause de leur forme. Donc que des piezos, que des instruments à impaction, que des instruments mousse pour pouvoir réaliser cette ostéotomie.
On va prendre un autre exemple ici par un autre patient un petit peu plus tard. Nous sommes en 2004, un patient de 64 ans. Et on va voir un petit peu comment on a évolué dans la technique. Eh bien, l'évolution s'est faite ici avec un partenariat que j'ai eu avec la société Deltex pour développer des cales d'espacement. On avait développé tout un ensemble d'outils pour les ostéotomies, pour l'ostéotomie transversale, que j'avais appelé ostéotomie guidée, et qui effectivement, à travers des vis d'ostéosynthèse avec un col lisse, permettait le déplacement de la fracture et le contrôle de la fracture dans sa direction, mais également dans son expansion, dans son volume. Et parallèlement, dans ce même kit qui avait été proposé à l'ADF pendant 2 années, mais qui malheureusement, pour différentes raisons, n'a pas pu aboutir et rester disponible, j'avais développé des cales d'espacement. Et vous voyez en distal ici une cale de 6 mm. On arrive à identifier le chiffre 6 dans la partie interne, qui permet, une fois l'ostéotomie réalisée, on voit ici effectivement la muqueuse crestale qui reste toujours adhérente, et bien de pouvoir valider l'espacement ouvert, donc par rapport à notre objectif de départ, et surtout choisir des plaques d'ostéosynthèse précalibrées pour cette ouverture. Ça veut dire que la plaque de 6, on choisit la plaque numéro 6, elle ne fait pas 6 mm, elle fait 6 mm de l'espace ouvert médian, plus les 2 œillets de chaque côté pour permettre l'ostéosynthèse. Donc là, nous allons placer les deux espaceurs et maintenir la plaque, non pas avec une seule plaque en H. Ici, j'utilise une plaque double. Je trouve ça plus commode parce que 2 petites plaques sont plus faciles à disposer. Là, vous voyez la mésiale qui est légèrement oblique. Et bien, c'est très simple, c'est pour s'éloigner de l'émergence du mentonnier et pouvoir la placer dans une dimension, dans un axe différent. Nous allons utiliser ici de l'os halogénique. Systématiquement, j'utilise de l'os halogénique. Je ne cherche pas un matériau qui soit dense, je ne cherche pas un matériau qui soit extrêmement stable. Je veux que ce matériau se résorbe le plus vite et qu'il se vascularise surtout le plus vite. Puisque l'enveloppe, ce n'est pas lui qui la donne, ce n'est pas le matériau, ni la régénération, ni la plaque osseuse qui la donne. C'est de type fracturaire qui va être l'enveloppe de notre futur site osseux, site implanté. À ce moment-là, on va utiliser ces facteurs plaquettaires en surface. Là, il n'y a pas de membrane de régénération de type collagénique à la surface. Elle est strictement inutile à la surface. Il n'y a pas de fibrose de l'os halogénique parce qu'il contient une trame de collagène, tout comme l'os autogène. L'os autogène broyé ne se fibrose pas du fait de cette présence de trame collagénique qui est présente dans les 2 matrices que sont l'halogène et l'autogène. Et là, nous avons une cicatrisation que nous observons ici. Nous sommes à 4 mois. Une émergence de la plaque, non pas du fait d'une résorption, mais du fait de l'épaisseur osseuse qui était très fine ici, mais également de la muqueuse qui était très fine. Ça ne pose aucun problème, il n'y a aucune attitude particulière à adopter quand on l'observe. Il faut demander juste au patient de brosser dessus. C'est une plaque en acier chirurgical et une vis en acier chirurgical. Pardon, la plaque est en titane et la vis en acier chirurgical. Donc il n'y a aucune problématique d'hygiène particulière si ça venait à émerger. Et vous voyez le même type de cicatrisation fracturaire, mésiale, distale, et la déviation de cette plaque dont je vous ai parlé tout à l'heure, on la voit sur la radio, pour s'éloigner du nerf mentonnier et trouver la fixation verticale de cette plaque mésiale. Réentrée chirurgicale, ces images, quand tout se passe bien, il peut y avoir des complications, on en parle tout à l'heure, quand tout se passe bien, les images sont assez époustouflantes. Pour pouvoir faire la photo, j'ai été obligé de maintenir une aspiration sur une zone de remodelage, sur un trou à la surface de la corticale qui n'existait pas, parce que j'avais un saignement en nappe de type veineux. C'est vraiment un saignement qui est extrêmement puissant en nappe. On le voit que ce soit à l'endroit des vis d'ostéosynthèse, là on les retire, mais également dans d'autres sites osseux, on a des phénomènes de remodelage qui sont extrêmement puissants. Et toujours, vous voyez cette phase vestibulaire sur la diapo de droite, avec cette réorganisation osseuse qui est absolument surprenante dans ces augmentations, avec une homogénéité de structure assez puissante. Idem, on va mettre les implants et on retrouve, à l'époque je n'étais pas vigilant, aujourd'hui je le suis un petit peu plus, les implants sont placés, ici on a poussé un petit peu notre technique, on a fait une ouverture à 6 en distal pour pouvoir mettre un implant de 9, le distal est un implant de 9, celui qui est en avant de lui est un implant de 8, 6 et on retrouve un 11 en mésial. Donc les implants sont placés, infracrestaux en lingual, juxta ou légèrement supra sur les implants médians. Et on voit cette partie de la corticale qui est très richement vascularisée, qui était toute blanche et qui est en plein remodelage. Et voilà la réentrée extraite d'une vidéo, parce que j'avais fait une vidéo, mais là c'était trop long pour placer des séquences vidéo. Cette photo est extraite donc d'une vidéo, et on voit à la réentrée qu'effectivement on réobserve, comme sur le cas précédent, cette croissance osseuse linguale qui vient envahir les implants sur la partie
enfuie. Et par contre, là où il y a une insuffisance osseuse, soit parce que l'implant est un peu vestibulaire, on le voit ici, l'implant en site de, le deuxième implant en mésial, eh bien, il est placé légèrement vestibulaire et on se retrouve à la limite de la paroi vestibulaire. Donc là, la vigilance voudrait faire qu'on fasse une régénération osseuse, vigilance que je n'ai pas eue à l'époque. Nous sommes en 2004 et nous étions sur les balbutiements effectivement de nos techniques et un petit peu à la découverte de nos cas. Mais on voit que nous sommes en présence d'un site parfaitement remodelé, d'une crête osseuse qui est extrêmement riche, extrêmement vascularisée. Ici, nous avons donc le suivi de ce patient. Nous sommes à 1 an. Nous sommes à 1 an post-opératoire, niveau osseux marginal stable. Nous sommes ici à 9 ans, osseux marginal stable, et on va voir les cone beams, les coupes CT, et on voit que dans les coupes CT, nous avons également un maintien du volume transversal. Ça, c'est vraiment important. Souvent, on juge une augmentation à la lumière d'une image en 2 dimensions, d'une rétroalvéolaire. En fait, on ne voit que les septums des dents adjacentes, quand bien même on a pu résorber tout le mur lingual ou tout le mur vestibulaire, ou les deux. Donc, on se dit, tiens, tout va bien, puis subitement ça se cratérise, il y a une périimplantite. Oui, mais ce n'est pas forcément une périimplantite, c'est peut-être aussi une résorption qui a été à l'origine de cette pseudo-périimplantite diagnostiquée. Ça fait partie d'une des étiologies, effectivement, des périimplantites. Et donc, le 3D est fondamental. On voit que sur les 3 implants, les 2 distaux et le mésial, on a le volume osseux qui est parfaitement maintenu. Et on voit que sur l'implant ou sur la radiographie ou sur la photo post-opératoire, on voyait qu'on était un peu trop vestibulaire. Eh bien, cet implant un peu trop vestibulaire, sur la partie vestibulaire, sur le CT, nous avons l'impression qu'il n'y a plus d'os. Il y a peut-être un film d'os ou peut-être pas, mais là, en tous les cas, nous ne sommes pas dans le standard des 2 mm de sécurité que nous devons garder lors de la pose d'un implant pour préserver cet os à long terme. Et là, pour passer sur la deuxième partie de la présentation, je vais me permettre de poser une question. Tu peux me dire le timing parce que je n'ai pas de chrono devant moi. Tu es chez toi, de toute manière, on ne regarde pas l'heure, hein. On regarde pas la montre. Bon, on s'était dit 45 minutes pour que vous puissiez rester avec nous et que ça reste interactif, que ça puisse être interactif à la fin et que ça ne soit pas trop long et fatigant. Donc je vais passer à la deuxième partie de ces osteotomies axiales, que sont les osteotomies segmentaires dites de rotation. Je les ai appelées ainsi parce qu'on va utiliser l'os vestibulaire pour pouvoir, en faisant le clivage, non pas monter verticalement, mais en faisant le clivage, monter en même temps verticalement et basculer la face vestibulaire pour qu'elle devienne axiale. Pour être tout à fait honnête avec vous, le premier cas que je vous ai montré était déjà une osteotomie de rotation, mais à l'époque, je ne l'avais pas qualifié ainsi, je ne l'avais pas identifié ainsi. Et c'est par la suite, donc les années qui ont suivi, enfin 1 an plus tard, où je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement 2 phénomènes qu'on pouvait corriger, effectivement. Et là, on va voir une correction vraiment transversale, bien plus assumée que le premier cas, en rotation et axiale. Donc voilà, c'est un patient ici, 65 ans, ASA 1. On voit sur la ligne, sur la radiographie de droite, effectivement, des lignes osseuses, la ligne oblique qu'on voit bien identifiée qui descend, et un petit nuage un petit peu plus flou qui traduit le reste de la crête sur le versant myloïdien. Et voilà l'anatomie de l'os avec les mesures. Nous avons effectivement des mesures de hauteur, là où l'épaisseur est à 7 mm, à peu près de 4,5, et nous avons une vision parfaitement en selle, assez classique en selle. Ça veut dire un niveau lingual plus haut, un niveau vestibulaire plus bas, et donc des corrections ici qui doivent se faire non pas dans le sens axial, mais également dans les 2 sens. Donc nous allons définir une ostéotomie qui va être apicale idéalement et venir plus haut sur la partie linguale, ce qui n'est pas le cas sur le dessin, mais qui est sur le cas en réalité. Il faut faire l'ostéotomie bouche fermée au niveau du patient pour pouvoir rentrer l'ostéotome et donner une inclinaison légèrement apico-crestale vers le niveau lingual. Cette ostéotomie de façon assez schématique, on va réaliser d'abord cette ostéotomie horizontale et puis nous allons basculer le volant vestibulaire. Une fois le volant vestibulaire basculé, on va relaxer les tissus et remonter l'ensemble. Bien sûr, l'ostéotomie est complète, une fraction. On aura des zones de pointe osseuse extrêmement mutilantes et qui vont risquer de blesser et de perforer son derme. Voilà l'ostéotomie telle qu'elle est réalisée. On maintient d'abord la tâche vestibulaire. On a une incision franche, affirmée, vestibulaire dans la ligne mucogingivale. Ici, on n'est même pas dans la ligne mucogingivale, on est dans la muqueuse libre. Bien entendu, il faut avoir pris le repère du mentonnier pour ne pas venir
causer de dégâts sur les rameaux terminaux à la sortie du mentonnier. Et cette ostéotomie s'étend en mésial des dents sans toucher au collet des dents adjacentes. L'ostéotomie apicale est dessinée, vous voyez qu'elle suit la courbe de la crête muqueuse qui est visible. C'est toujours ici une ostéotomie qui n'est pas totalement, on va dire, qui reste totalement opérateur dépendante, d'où sa difficulté. Et très bientôt, donc, nous allons arriver aux ostéotomies guidées sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Donc l'ostéotomie ici est corticale vestibulaire. Une fois que nous avons fini par dessiner toute l'enveloppe vestibulaire, nous allons, à partir de ce moment-là, réaliser l'ostéotomie complète des versants vestibulaires, médulaires et linguaux. L'ostéotomie est réalisée, la rotation, pardonnez-moi, je reviens un peu en arrière. Vous voyez que sur la diapo de droite, l'ostéotomie, ce mur vestibulaire qui est encore en place sur la diapo du milieu, a été basculé en rotation et les plaques ne sont plus droites, les plaques sont convexes. Elles sont convexes pour pouvoir effectivement suivre cette rotation et maintenir l'ancrage au niveau de la crête qui a été déplacée. Et là, le torque, le bending, la déformation que l'on va faire au niveau de cette plaque de titane va permettre de venir s'adapter sur la partie basale qui n'a pas été déplacée et on va réaliser le comblement ici par de l'os allogénique, les facteurs plaquettaires et des sutures assez simples avec un niveau de traction. Vous voyez, les tissus mous sont très peu agressés, il n'y a quasiment pas d'hématomes. En général, quand on fait une relaxation très importante, on a des îlots d'hématomes qui apparaissent et là vous voyez, on est presque rose bébé partout. C'est quelque chose qui est extrêmement peu agressé d'un point de vue chirurgical. Cicatrisation à 1 semaine, ce sont des aspects qui sont assez bluffants. Pour faire beaucoup de reconstruction, je peux vous dire qu'on observe rarement dans d'autres techniques ce type d'image à 1 semaine, avec une maturation des tissus mous qui est assez surprenante, puisqu'elle a été très peu agressée. Et on voit clairement le décalage entre la crête, la ligne oblique sur la panoramique, entre la ligne oblique qui a été déplacée et la crête initiale. Donc nous sommes ici au-delà de l'ostéotomie, au-delà de la limite distale du mur osseux, de la ligne oblique. Voilà le post-opératoire immédiat. Le post-opératoire immédiat avec les matériaux, on voit bien la bascule, on voit bien la rotation, on voit les matériaux qui sont insérés, on voit que c'est une ostéotomie franche jusqu'au niveau lingual. Et donc, à partir de ce moment-là, on va voir comment ça se comporte. Souvenez-vous, on a dit qu'il n'y avait aucune membrane, et ça peut surprendre peut-être certains d'entre vous, mais c'est quelque chose qui est vraiment documenté, qui cliniquement, il y a peu d'études sur la nécessité ou la non-nécessité au niveau de l'os allogénique. Sur ce point, ce n'est pas le sujet de rentrer dans le débat, mais sur le point de la fibrose, il est absolument inutile de mettre une membrane en présence d'os allogéniques spongieux majoritairement. Et vous voyez comment la tension de ce périoste a resculpté à la cicatrisation. Nous sommes ici à 4 mois, donc la cicatrisation est achevée au niveau des sites fracturaires à 3 semaines. Le matériau a atteint un stade de maturité suffisante et une charge minérale suffisante, même si elle n'est pas complète, même s'il va mettre pratiquement 2 ans pour totalement se remodeler. Eh bien, nous avons atteint une maturation de l'enveloppe osseuse et on va venir rentrer au niveau du site et réobserver cette cicatrisation. Ici, nous avons un petit défaut cicatriciel en vestibulaire, probablement une résorption un petit peu plus rapide qui s'est faite dans cette zone-là, mais vous voyez, aucun élément fibreux, rien de flottant. Une cicatrisation au niveau des berges mésiales et distales, vraiment très importante. Regardez ces travées sous la prémolaire. Regardez cette travée, ces lignes horizontales sous les prémolaires, là où l'estéotomie était la plus proche de la berge osseuse mésiale et la berge osseuse distale. Nous avons vraiment des soudures qui sont extrêmement puissantes, qui sont des mécanismes de réparation assez intéressants. Et vous voyez la largeur de la crête que nous avons pu obtenir. La partie mésiale était un peu plus fine, donc cette ostéotomie de rotation, quand l'os est très fin dans une partie, eh bien elle restera relativement fine. Et on va le voir, nous allons pouvoir la corriger par une petite régénération de complément. Donc on va utiliser ici l'implant mésial, il est placé avec une petite insuffisance osseuse vestibulaire. Elle sera très simple à corriger. Il faudra rajouter simplement un matériau et faire une petite régénération osseuse. Et des implants en distal. Je suis assez adepte de plus en plus dans les milieux augmentés sur la mandibule postérieure, dans ces zones-là, d'être sur des implants de type tissu level. Je pense qu'il y a un vrai plus à ne pas avoir une attache à l'intérieur de la zone osseuse. Donc les implants sont placés et l'implant mésial va avoir effectivement une régénération osseuse de complément et va rester enfui puisqu'il y a une régénération osseuse. Je préfère ne pas l'exposer, ne pas mettre un pilier pour être certain de l'étanchéité au niveau du site et on va pouvoir suturer les tissus.
Voilà la cicatrisation, donc nous sommes ici à 4 mois de cicatrisation osseuse et on va suivre ce patient. Enfin, c'est des images, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Le but n'est pas de faire une étude statistique des volumes osseux ici, mais de décrire la technique et d'en dessiner les grandes lignes et peut-être d'ébaucher les indications ou les contre-indications. Donc nous voyons que sur les coupes CT, sur ces zones distales, eh bien, nous avons un os qui est parfaitement vital, qui est parfaitement large, et on a une situation de remodelage qui est relativement intéressante. Alors je suis sauté un petit peu trop vite de la mandibule au maxillaire, mais voilà, on va essayer de garder le rythme et puis de se poser toutes les questions dont vous avez envie par la suite. Est-ce qu'on peut le faire au maxillaire? Bien sûr, si j'ai mis une diapositive, vous vous en doutez, c'est que nous pouvons le faire. Et nous allons gérer ici un patient pour une augmentation osseuse en postérieur. Alors, nous avons ici un défaut en hauteur, mais également un défaut en épaisseur. Et pour ceux qui ont vu les ostéotomies transversales, ils ont déjà eu un aperçu de ces éléments-là. On peut corriger facilement l'épaisseur en réalisant une ostéotomie, en corrigeant, en déplaçant la paroi osseuse vestibulaire de façon à gagner de l'épaisseur. Est-ce que dans ce type de situation, où nous avons un défaut en hauteur et un défaut en épaisseur au maxillaire, une ostéotomie de rotation est possible? Non. L'ostéotomie de rotation au niveau du palais, jusqu'à ce jour, je n'ai pas réussi à la faire. Probablement que ça viendra à un moment, mais on a beaucoup plus simple à faire et sans prise de risque. Nous allons chez ce patient-là faire une correction en 2 temps. Nous savons corriger axialement avec une grande sécurité de pronostic et nous savons corriger transversalement avec une grande sécurité de pronostic. Eh bien, nous allons diviser ce temps chirurgical en 2, plutôt que de chercher un prélèvement osseux qui serait ici assez important, puisque une rétromolaire ou un prélèvement latéromolaire ne suffira pas, il faudra un double prélèvement rétromolaire avec des temps opératoires extrêmement longs et pour corriger ces tissus et une relaxation tissulaire et des suites opératoires tissulaires de type hématome évidentes. Eh bien, on va essayer de diviser la morbidité des 2 interventions sans perdre de temps. Et voilà comment nous allons faire. Donc ça, c'est le niveau osseux avec la part hauteur. Alors, top. On va essayer d'analyser un tout petit peu la situation. On va chez ce patient-là regarder une radio panoramique pour avoir les niveaux osseux et une tomodensitométrie pour avoir une évaluation des gains en hauteur et en épaisseur. On va aller un petit peu vite. On va s'attarder sur les éléments fondamentaux du diagnostic. Les éléments fondamentaux du diagnostic sont les septums osseux résiduels. Les septums osseux résiduels, le septum idéal, eh bien, il n'est pas compliqué à trouver, c'est le septum entre les 2 incisives centrales. Et vous voyez qu'en distal, sur cette incisive, eh bien, nous avons déjà un élément cosmétique, nous avons déjà une céramique qui descend au-delà de cette limite du septum. Et imaginez, il y a encore la muqueuse au-dessus. Donc ici, le gain osseux en distal doit être parfaitement appréhendé de façon à informer le patient de la limite de notre gain, de ce qu'on peut faire. Alors, on peut travailler les tissus mous, faire des greffons gingivaux, là n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est de voir ce qu'au niveau osseux, comment on définit nos limites. On définit le niveau idéal qu'on aimerait avoir, on définit le niveau actuel osseux, et on définit le potentiel de gain possible. Septum à septum et le gain possible qu'on peut faire. Donc, quel que soit le cas clinique que vous avez à traiter, il ne faut jamais chercher à corriger au-delà du septum des dents adjacentes. À chaque fois, c'est un échec cuisant parce qu'on va créer une poche, on va créer effectivement une zone où l'accès à l'hygiène ne sera pas et à partir de ce moment-là, on va se retrouver avec des complications infectieuses de cicatrisation dans les temps suivant la correction osseuse. C'est-à-dire que ça va apparaître à 1 mois, 2 mois ou 3 mois, on va avoir des problèmes infectieux dans ces zones-là. Donc là, vous voyez, ça nous a dessiné la géométrie de notre besoin d'augmentation et on va essayer de l'appliquer au niveau du maxillaire. On enlève la fausse gencive pour définir effectivement l'objet du gain. Vous voyez que l'incisive en 22 reste avec une hauteur coronaire légèrement plus haute. Pourquoi? Parce que nous savions que sur la 21, on a déjà un septum déjà très bas et qu'on ne pourra pas aller au-delà de la limite de l'armature ou de la couronne qui est adjacente, des limites prothétiques de la couronne qui est adjacente. Donc ça, c'est l'objectif qu'on a validé avec le patient, qui était basé sur ces analyses d'éléments anatomiques de départ. Alors, on va essayer de faire la chose suivante. On va essayer de minimiser les suites opératoires en réalisant 2 ostéotomies. Une axiale, temps 1, et une transversale, au temps 2 à 4 mois. Et au temps 2, 4 mois, à cette ostéotomie transversale, on va pouvoir réaliser la pose des implants sans perte de temps. Si on faisait une augmentation osseuse par greffe autologue, on serait à 4 mois, par régénération on sera à 5-6, et on mettra les implants entre 4 et 6, le délai n'est plus. Mais la question est de se dire, est-ce que si je fais une transversale, est-ce que je perds du temps si je divise en 2 étapes? Eh bien non, puisque dans les 2 cas, quelle que soit la technique d'augmentation, et ici, en l'occurrence sur l'ostéotomie transversale secondaire, on posera les implants en même temps, donc à 4 mois.
On va diminuer la morbidité, suites opératoires pour le patient seront beaucoup moins lourdes. Un seul site opératoire, il n'y a pas de site de prélèvement. Par rapport à une ROG, on a beaucoup moins de dilacération tissulaire, donc les suites opératoires sont beaucoup moins importantes. Et là, je ne fais pas le pari de dire une ROG c'est moins bien ou c'est mieux, ce n'est pas du tout mon sujet. Je fais beaucoup de ROG et vous avez déjà vu sur ABC Dents également le chapitre des régénérations osseuses hybrides sur lesquelles on s'est étendu et qui est un chapitre plus que prometteur avec des innovations qui vont arriver très vite. Et vous allez le voir, ça va vraiment bouleverser nos convictions d'augmentation osseuse. Mais l'idée étant de diminuer la traction osseuse, mais également de pouvoir donner une sécurité de pronostic à nos traitements. Donc là, on passe rapidement sur la technique opératoire, incision vestibulaire, ostéotomie complète, vestibulaire palatine, fracture de ce mur vestibulaire, ouverture de ce mur vestibulaire. Mon besoin a été validé à 4 et j'ai posé donc ici les cales de 4 mm. Et vous voyez que cette cale de 4 mm, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne d'ores et déjà l'alignement de la crête en distale qui était en insuffisance de volume. Ça veut dire le fait déjà d'abaisser la muqueuse et l'os, on a corrigé notre défaut vertical déjà à ce temps-là avant même d'avoir entamé la deuxième partie. On l'a corrigé vertical, on ne l'a pas corrigé transversal. Les plaques d'ostéosynthèse sont placées et vous voyez que l'augmentation triangulaire, eh bien le déplacement, le bloc est triangulaire à l'image de l'évaluation de départ. C'est à l'image que nous avions entre les septums et l'objectif de gain réel que nous pouvions obtenir, dessiner un triangle, eh bien l'ostéotomie a été faite en triangle pour pouvoir accomplir cette rotation en restant dans l'enveloppe muqueuse sans engendrer de tension. Et nous sommes déjà dans une correction de la partie axiale qui a été validée. Comblement ossalogénique, facteur plaquettaire, la cicatrisation à 2 semaines, et nous voyons à ce stade-là, à la cicatrisation à 2 semaines, que cette correction osseuse, cette correction muqueuse est déjà faite, nous sommes à ce niveau-là, il manque encore le côté transversal pour atteindre pleinement notre objectif. Donc on va repasser au deuxième temps opératoire, qui est le temps du placement implantaire. On va réaliser cette fois-ci une incision crestale pour pouvoir déplacer donc, le volet, et vous voyez la puissance, encore une fois, de ces ostéotomies axiales avec une zone où nous avons un volume osseux qui a complètement débordé sur les plaques. Souvenez-vous, c'était l'espace ouvert, il y a de l'os allogénique, il va se résorber peut-être un petit peu dans cette partie-là et on va le potentialiser puisque là on va faire une correction en épaisseur en deuxième temps au niveau du maxillaire. Donc les plaques sont noyées, je ne vais pas enlever les plaques, je vais enlever les vis, je vais laisser la partie de la plaque noyée, je vais sectionner la plaque sur la partie visible et donc là les vis sont retirées et je vais faire cette ostéotomie toujours au pied de dos, au maxillaire, en utilisant ici des ostéotomes donc particuliers. Ce sont des ostéotomes lames au départ pour définir la tranchée. Ils sont coudés pour pouvoir passer la lèvre. Et ils sont convexes, c'était les expanseurs de Tatum, plutôt utilisés pour le terme d'expansion que pour ostéotomie. Ça veut dire qu'ils vont permettre une déformation dans un sens et pousser dans un seul sens en s'appuyant sur la partie plate palatine. Et le seul sens ici est vestibulaire. Et vous voyez ces espaces médulaires, comment ils s'ouvrent avec l'impaction de ces ostéotomes, une impaction modérée puisque tout a été fait à la piezo avant de passer les ostéotomes. Donc là, nous allons écarter. Vous voyez la finesse de cette paroi vestibulaire et la raison pour laquelle je n'ai pas enlevé les plaques. Elle se comprend aisément à ce stade-là. On va placer les implants. Un implant a été placé en mésial au niveau de la latérale. La canine n'a pas été placée pour ne pas surcharger en nombre d'implants et 3 implants ont été placés en distal. Peut-être qu'on aurait pu en mettre que 3. Bon, c'est possible, mais à l'époque, la décision que j'avais prise était d'en mettre 4. Et on va voir le comportement. On a ce mur osseux, par contre, vestibulaire. Souvenez-vous, ce mur osseux vestibulaire qui est extrêmement fin au maxillaire, à ce stade, il fait moins d'1 millimètre. On le voit au niveau des implants, il fait moins d'1 millimètre. Et là, maintenant, on a compris la leçon. On va faire une régénération osseuse de complément à la surface. Cette régénération osseuse de complément devra obligatoirement contenir une matrice d'hydroxyapatite dense. Donc cette matrice d'hydroxyapatite dense, bovine en général, c'est celle qui est la plus communément utilisée. Et ici simplement une éponge de collagène, c'est même pas une membrane, c'est une éponge de collagène qui est placée. Là on est dans le chapitre de la régénération hybride et pour ceux qui ont suivi effectivement le fait de mettre une matrice collagénique avec une matrice xénogénique dense nous affranchit d'un certain nombre notamment de moyens, que ce soit des moyens de stabilisation, nous avons les PRF ici qui servent de liant, que ce soit la matrice de collagène contenue dans l'os allogénique de Banque, tout ça va créer une sorte de liant qui va permettre d'avoir une régénération hybride parfaitement cohésive entre les particules d'hydroxyapatite dense et les particules allogéniques. Donc là, c'est un petit peu teasing pour vous donner envie d'aller revoir sur ABC Dents la régénération osseuse hybride et les ostéotomies.
transversale. Et on va revoir ici la réentrée ici à 4 mois post-opératoire, où les implants sont totalement noyés dans la matrice osseuse, donc néoformée, et on va pouvoir à ce stade venir sectionner les plaques d'ostéosynthèse sur leur partie débordante, laisser la partie apicale et réaliser le deuxième temps chirurgical avec la gestion des tissus mous qui va avec. C'est dommage, hein, dans un webinaire, on ne peut pas dire y a-t-il des questions dans la salle, mais j'espère qu'il y en aura. Ah, bah, super. Mais on ne peut pas le dire et répondre, hein, on est obligé de continuer sur le rythme. Alors, on va voir un petit peu des cas assez intéressants, là, 2 petits cas et on en aura fini. Ici, une atrophie mixte, mais cette fois-ci, elle n'est pas mixte dans le sens de la hauteur et de l'épaisseur au même endroit. Il y a un endroit où elle est en hauteur, un autre endroit où elle est en épaisseur. Alors, comment on gère ce patient? Ça va de la canine à la 7, correction quand même de grande étendue, quid, régénération osseuse, why not, pourquoi pas, greffe autologue, pourquoi pas, probablement avec un prélèvement exobuccal, donc une situation un petit peu importante. Effectivement, avec une régénération osseuse, aujourd'hui, on aura plein d'options pour pouvoir le gérer, mais on va voir aussi une façon extrêmement simple, et si je peux me permettre l'expression, peu coûteuse en moyens pour pouvoir gérer la correction. Nous avons un déficit en épaisseur en mésial et un déficit en hauteur, ici la partie en hauteur en distal. Nous avons à peu près 3 mm au niveau de la partie au-dessus du nerf alvéolaire, et ce sont des mesures de scan, ce ne sont pas mes valeurs à moi. Vous voyez en bas, vous avez 3.2 et 3.04 en blanc avec la flèche de mesure de la radiologie. Si ce n'est peut-être une petite pointe de 0,5 mm qui n'a pas été mesurée. Donc chez ce patient-là, eh bien, on va réaliser une double approche. Une approche crestale sur la partie mésiale, de la canine jusqu'à la 4, à l'émergence du trou mentonnier. Et là où on passe en la dépression horizontale, on va passer en incision latérale vestibulaire. On va faire l'incision en vestibulaire en dessous de la ligne mucogingivale pour pouvoir réaliser une ostéotomie d'épaisseur transversale à l'avant et dans la partie distale, une ostéotomie axiale. Voilà le tracé, la petite cartographie, une petite marqueterie. En mésial, les ostéotomies verticales, on ne voit pas la mésiale derrière l'incisive, mais il y a une ostéotomie mésiale pour libérer le segment, et c'est une ostéotomie uniquement de la corticale vestibulaire, en mésial et en distal de ce petit rectangle à l'avant. Une ostéotomie médulaire pour pouvoir permettre de séparer le pan lingual du pan vestibulaire, et une fragilisation apicale corticale pour permettre le clivage et la fracture. Ça, c'est en avant du mentonnier. Au-dessus du mentonnier et dans toute la partie distale, c'est une ostéotomie axiale complète, des pans mésiaux et distaux, donc on coupe complètement en lingual sur cette partie-là, mais également sur toute la partie de la travée horizontale. Vous voyez l'émergence du mentonnier qui est juste 1 mm au niveau sous le trait d'ostéotomie. Donc l'ostéotomie étant réalisée, eh bien, on va faire les deux jeux. Le jeu transversal avec des vis autoguidantes en mésial et le jeu vertical, bien sûr avec des cales qui nous ont permis de nous positionner et stabilisés par des vis d'ostéosynthèse. Nous allons réaliser chez cette patiente également un apport d'os allogénique et utiliser des facteurs plaquettaires tissulaires. Voilà la situation d'un point de vue radiologique à la sortie. On verra la hauteur des dents, vous allez voir, c'est intéressant parce que là il n'y a pas de montage directeur qui a été illustré dans les radios ou dans les photos, malheureusement je ne l'ai pas fait, mais l'espace interarcade est extrêmement réduit. L'espace interarcade est réduit et c'est un des indicateurs pour moi de l'ostéotomie axiale. Pourquoi? Parce que quand vous voulez corriger 3-4 mm en hauteur, vous êtes obligé d'anticiper le remodelage, que ce soit par une greffe osseuse autologue ou que ce soit par une régénération osseuse. Et vous avez un facteur de dilacération tissulaire pour pouvoir refermer avec des berges conjonctives contre conjonctives. Donc vous rajoutez encore 3 ou 4 mm de liberté des tissus mous, sans oublier l'hématome lié à la relaxation qui lui va redonner encore 4-5 mm. Donc si vous imaginez tout ça dans un espace interarcade, le patient se mordra la plaie dès les premiers jours d'hématome. Et l'ostéotomie axiale, elle est tout à fait différente puisque la muqueuse crestale n'est pas décollée. Donc on déplace que le besoin d'augmentation. On a besoin de 3, on se déplace de 3. On a besoin de 4, on se déplace de 4. Il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de relaxation tissulaire sur la crête. Le seul lambeau est latéral. Donc l'hématome est réduit et effectivement les possibilités de traitement trouvent ici une indication toute particulière dans les espaces interarcades étroits. Cicatrisation à 7 jours, vous voyez, quasiment pas d'hématome, quasiment pas de bleu. Les fils ici sont des fils résorbables. Alors, ce n'est pas très beau, ces fils ne sont pas très beaux, mais je suis un fervent adepte des fils résorbables rapides, je ne nommerai pas la marque, mais pour avoir expérimenté beaucoup de fils, même des monofilaments, même des non résorbables, la plus grande satisfaction pour mes interventions alliant la cicatrisation et notamment la sécurité de la cicatrisation et notamment l'absence d'infection est avec cette famille de fils
avec cette file de cette marque particulière. Donc, mais je ne souhaiterais pas, ne me posez pas la question, je ne ferai pas de pub en fin de journée pour ne pas vexer. Donc, mais tous les autres matériaux que j'ai utilisés, qui sont en monofilament ou pas, sont longs à retirer, même quand ils sont parfaitement bien tolérés à retirer. C'est douloureux pour les patients parfois pour arriver quand il y a des tissus qui les ont recouverts quand on les garde au-delà de 15 jours. Donc voilà, tout ça m'amène à simplifier la procédure et utiliser des résorbables. La maturation à 4 mois, nous sommes dans une maturation ici à 4 mois, assez classique, avec une ouverture assez conséquente. Et là, je vais vous parler d'un piège qui nous attend quand on utilise cette technique opératoire dans l'ostotomie axiale. On l'avait déjà ce piège dans la distraction alvéolaire et on l'a également dans l'ostotomie axiale. Vous allez le voir dans une minute. On retrouve les mêmes images que celles que je vous ai montrées tout à l'heure, une hypervascularisation, un hyperremodelage, un saignement très important, d'où l'aspiration à l'entrée des petits puits que vous observez qui entraînent des saignements en nappe extrêmement importants et surtout une cicatrisation extrêmement bien avancée. Donc les implants ici ont été placés et vous voyez que l'implant distal n'est pas enfui à fond. On le voit et les vis de cicatrisation, les piliers de cicatrisation ont été placés et j'ai tenté une petite régénération de complément de surface qui n'a pas trop marché puisqu'on se retrouve avec à peu près toujours ce même millimètre non enfui sur l'implant distal. Alors pourquoi l'implant n'a pas été enfui en distal? Parce que le site est extrêmement douloureux avec une anesthésie para-apicale. On l'observait déjà sur la distraction alvéolaire et je les ai observés sur l'ostéotomie axiale. Le fait de ne pas faire de tronculaire chez ces patients nous donne une pseudo-sécurité parce que le patient a mal, entre guillemets, mais en réalité il a mal parce que le site de l'angiogénèse au milieu est très innervé. Il a une très forte innervation et l'anesthésie ne dure quasiment pas dedans. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans tous ces patients-là, je fais une anesthésie tronculaire pour le placement des implants pour ne pas avoir cette sensibilité aiguë plutôt post-cicatrisation qui apparaissent. Et nous avons ici donc le suivi à 6 ans. C'est une patiente que je n'ai pas suivie durant toutes les étapes intermédiaires pour avoir ça. Donc ça, c'est une radiographie que j'ai récupérée à 6 ans. Je dois commander à cette patiente de nous envoyer un CBCT. Je vous promets, je le remettrai, je demanderai de le rajouter dans la présentation. Mais ce qu'on voit déjà, c'est que nous retrouvons cette image assez classique de cette stabilité osseuse au niveau cristal. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'espace interarcade est réduit. Vous voyez que sur l'implant distal, par exemple, la hauteur de l'implant correspond à la hauteur de la couronne. Donc imaginez si on avait cherché une correction au-delà de ces 3 ou 4 mm, à quoi nous nous serions exposés avec l'hématome, avec notamment la surcorrection et l'hématome secondaire et les possibilités d'ouverture de la berge. Et on va terminer avec un cas anecdotique, comme quoi il faut toujours analyser avant de se lancer dans une technique. Il n'y a pas une technique qui prime, il faut vraiment analyser. C'est une patiente ici de 19 ans, agénésie multiple, qui s'est présentée, adressée par mon amie Anne Benamou. Et quand elle est venue, elle avait été programmée pour un prélèvement crânien, pour une greffe bilatérale avec un prélèvement crânien. Alors, c'est la première fois, et la seule d'ailleurs de ma vie, où je me suis opposé à un traitement de façon tranchée, nette et non négociable. Si on regarde la mandibule secteur gauche, on voit que la crête n'est pas résorbée et que le niveau du septum de la 5 en distale est quasiment horizontal par rapport à la ligne de la crête. Ce qui veut dire que cette patiente n'a pas de résorption verticale. Toute augmentation en hauteur sur la secteur gauche va entraîner la création d'une poche le long de la molaire, de la prémolaire. Et puis surtout, si on arrive à créer de l'os, eh bien, il n'y aura même pas la place pour mettre un implant. Même si l'implant est placé, il n'y aura pas d'espace pour la couronne. Nous sommes dans un espace interarcade réduit. Il faut un montage directeur. Et le montage directeur montrait que les dents étaient parfaitement à la hauteur, avec une hauteur de 6 ou 7 mm. Donc là, on va analyser un petit peu ce qui se passe. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le nerf alvéolaire, du fait de l'absence des dents terminales, eh bien, s'est positionné de façon anarchique et s'est réalisé, il s'est déposé sur la crête. Il est resté flottant sur la crête à moins d'1 millimètre de la crête osseuse. Donc, moins d'1 millimètre de la crête osseuse, quelle que soit l'augmentation que l'on va faire au-dessus, si on veut pouvoir mettre des implants courts, il faudrait dans ce type de situation augmenter de 8 ou 9 mm pour anticiper le remodelage. Et plus la fermeture des tissus mous, autant vous dire que la patiente ne fermait pas la bouche dans ce cas précis à la sortie de l'intervention. Elle n'aurait pas pu la fermer. Donc ici, ce n'est pas non plus le cas d'une ostéotomie, parce que même si c'est une ostéotomie que je gagne 3-4 mm, mais que je sors du couloir du septum de la dent adjacente, nous sommes partis perdants. C'est une indication pour, évidemment, ici une latéralisation du nerf alvéolaire. Donc vous voyez sous la ligne rouge, le nerf alvéolaire, il y a moins d'1 millimètre, il y a à peine l'épaisseur de la crête qui le sépare de l'os.
de la crête osseuse. Donc voilà le nerf alvéolaire dans son trajet. Eh bien, j'ai réalisé ici une latéralisation assez classique avec la piezo. La piezo nous permet quand même des gestions sur le nerf alvéolaire, des gestions dans les organes nerveux ou dans les zones à risque comme le nerf lingual quand on fait l'ostéotomie axiale. Ici, c'est une latéralisation du nerf alvéolaire avec une petite particularité. Je ne l'ai jamais publié, je l'ai montré plusieurs fois, mais je ne l'ai encore jamais publié, avec une absence de section du nerf incisif. Classiquement, quand on fait une latéralisation, on coupe systématiquement le nerf incisif qui n'a pas de valeur en ordre mentonnier, si ce n'est l'innervation des incisives, mais qui n'a pas de résonance au niveau des tissus mous, et on emmène le nerf alvéolaire dans la partie jugale et on le positionne, on le suture, on l'isole par une membrane. En fait, il y a eu tout un tas de procédures, ce n'est pas le sujet. Mais là, la situation a été rendue possible en faisant la tranchée distale pour sortir le nerf alvéolaire. C'est posé ici une évidence de créer une tranchée. Donc j'ai continué cette tranchée distale en la maintenant beaucoup plus apicale, en creusant dans le cœur alvéolaire, et j'ai créé un nouveau canal, j'ai foré un néocanal dans l'os vestibulaire dans la partie apicale. En gardant la tâche incisive, en tractant le nerf et en le glissant, eh bien, il est venu rentrer dans ce néocanal qui a été foré. Les implants sont placés, bien entendu, au même temps opératoire. Et donc là, c'est le néocanal avec le positionnement du nerf alvéolaire. Secteur droit, nous sommes dans une chanson différente. Là, il y a une atrophie en hauteur. Nous avons une perte en hauteur. Il y a quelques organes dentaires qui ont entraîné un positionnement du nerf alvéolaire un petit peu plus bas. Il est à 3-4 mm ici. Et on va pouvoir, dans ce contexte-là, aller réaliser l'ostéotomie. L'ostéotomie ici est toujours la même. Eh bien, pédicule vasculaire. On va faire l'ostéotomie en faisant la tranchée vestibulaire, mésiale et distale, complète en lingual. Et vous voyez ici un os qui est qui est plutôt sclérotique. C'est un os qui n'a pas beaucoup de médulaire, qui n'a pas été remodelé par l'activité et la pression radiculaire, la stimulation fonctionnelle des racines de la dent. Et donc l'ostéotomie ici a permis de gagner, et vous voyez que la muqueuse remonte dans la relaxation, elle remonte en même temps, et on voit très nettement le plancher lingual sur ce côté-là. Donc dans ce plancher lingual, on va venir passer des décolleurs, décoller apicalement, décoller en mésial, décoller en distal, et puis on va pouvoir placer donc la plaque d'ostéosynthèse, comme vous voyez ici, une plaque en H qui a été mise à l'horizontale. L'incision jugale qui est extrêmement limitée. Vous voyez les photos, il y a très peu de saignement alors que la relaxation est complète. On voit que le niveau muqueux est remonté. Là, on voit très très nettement ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la fermeture est extrêmement modérée au niveau du site. Et on va pouvoir, à travers un lambeau jugal extrêmement peu agressif, venir refermer au niveau du site. Là, voilà les suites opératoires à 5 jours. C'est une patiente qui est repartie à l'étranger, donc les suites opératoires étaient à 5 jours. Et on voit les traits d'ostéotomie et le gain axial qui s'en est suivi. Ici, nous sommes à 3 mois. Dans la zone médulaire, nous avons une zone encore un petit peu radioclaire. C'est la zone du biomatériau qui ne s'est pas encore suffisamment minéralisée, parce que la patiente s'était représentée à 3 mois. Et regardez les ponts osseux. Je ne peux pas vous pointer sur l'écran, mais si vous regardez les images, vous voyez un pont osseux en distal de l'ostéotomie, un pont osseux soudé en mésial de l'ostéotomie. Et c'est ce qui se passe dans les mécanismes de cicatrisation des fractures décalées. Vous l'avez ici sur un membre inf. Vous voyez qu'il y a effectivement une fracture avec un déplacement osseux et une cicatrisation osseuse qui s'est faite avec la formation d'un cal en bas. C'est exactement ce qui se passe dans les mécanismes de cicatrisation, qu'ils soient au niveau de l'os alvéolaire ou qu'ils soient au niveau des os ou des os plats. Et donc la matrice non minérale et la minéralisation, la cicatrisation fracturaire à 3 semaines. Ici à 3 mois de cicatrisation, mais cette cicatrisation fracturaire intervient à 3 semaines. Donc les gains ici ont été de l'ordre de 5 à 6 mm. Ici un suivi à 8 ans. À 8 ans, les implants ont été placés par mon ami Anne Benamou ici. Des implants standards entre 8 et 11 mm ont pu être placés. Alors pour terminer notre discussion, c'est une publication, modeste publication que j'avais faite. Il faudrait peut-être la réactualiser, mais le manque de temps effectivement nous guette tous. C'était une étude rétrospective que j'avais réalisée et publiée dans le JPIO sur 31 ostéotomies avec un suivi entre 1 an et demi et 5 ans, avec des gains qui étaient entre 4 et 7 mm en volume axial. Je parlais de la hauteur axiale, je ne parlais pas de l'épaisseur. Les volumes sont restés stables avec une réorganisation autour des implants, sur le col des implants qui était extrêmement limité. Très peu de remodelage, de l'ordre de 0,5 mm que j'ai mesuré sur 5 cas, 5 sur les 31 ostéotomies.
Je n'ai pas eu d'échec implantaire, le taux de survie a été systématique. 82 implants ont pu être placés sans échec implantaire secondaire, avec non pas un taux de survie, je devrais réactualiser ma terminologie. Sur le suivi à 5 ans, on était dans des taux de succès qui étaient de l'ordre à peu près de 87 à 90%, à peu près ce qu'on trouve dans un os natif. Ça veut dire sans réorganisation osseuse, taux de survie, taux de succès. Pour qui c'est encore flou, c'est la réorganisation au niveau de la crête. Quand il y a une réorganisation au niveau de la crête qui est excessive dans un laps de temps de 5 ans, on parle de taux de survie, on parle plus de taux de succès. Et c'est donc les mesures que j'avais obtenues étaient conformes à ce qu'on observe dans un os natif des implants placés dans un site non augmenté. Donc la perte osseuse, elle dépend, et vous l'avez lu la diapositive, hein, elle dépend également de la connectique, elle dépend du platform switching, elle dépend de la contrainte, de la présence de contraintes au niveau crestal par des implants surdimensionnés. Mais tout cela est quelque chose quand même d'assez classique et d'assez similaire. Une fois que le cap des 4 mois est passé, on est vraiment en présence d'un os natif assez naturel. Et voilà, et je voudrais donc redonner un petit peu les points essentiels qui font l'intérêt de cette technique. C'est la morbidité qui est limitée à un seul site implantaire. On potentialise l'angiogénèse dans une transversale. Ici, on la préserve. Nous avons une angiogénèse qui est préservée, qui est extrêmement puissante, qui est présente nativement et qui va continuer à exprimer donc, le potentiel réparateur des fractures. Les risques infectieux sont limités. Et pourquoi? Eh bien parce que l'antibiothérapie est capable de diffuser dans la voie vasculaire de façon très simple. Par rapport à une régénération ou par rapport à n'importe quel matériau qui est augmenté avec une matrice non vivante, avec une matrice non vascularisée, là la vascularisation, immédiatement, elle est à l'intérieur même du site d'augmentation. On a des cicatrisations fracturaires rapides, c'est quelque chose qui est assez classique, et les résorptions sont effectivement limitées dans le deuxième temps chirurgical lors des remises en fonction au niveau des implants. Voilà, j'ai été un petit peu speed parce que j'ai pris beaucoup de votre temps. Je voulais vous remercier et puis vous inviter, remercier la Société de chirurgie orale de m'avoir accordé la primeur et l'immense plaisir et joie que j'ai d'être avec eux. Et puis pour ceux dont le sujet intéresse et qui sont, pardonnez-moi, intéressés par le sujet, eh bien je vous invite à nous rejoindre dans différentes formations qui pourront avoir lieu et je vous donnerai plus d'informations à ce sujet-là en temps voulu. Très bonne soirée. Eh bien, un grand merci, Georges. Je pense que tu as tout à fait rempli ton contrat. Tu as bien exposé cette technique, peut-être même au-delà. Ça a suscité beaucoup de questions. Alors, j'ai un petit problème. Je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps. C'est pour ça que j'étais un tout petit peu... Donc, malheureusement, il va falloir peut-être... aller rapidement sur l'essentiel. Sur l'essentiel, sur les réponses qu'on va apporter aux questions. Je veux dire, de ne pas partir sur des voies latérales. Heureusement, il y a beaucoup de questions auxquelles tu as déjà répondu en continuant à avancer, parce que les gens se voient mieux et se rendent compte. Donc on va essayer de synthétiser un petit peu tout ça. Il y a une première question qui te demandait si tu utilisais la micro-saut ou le piezo, mais apparemment tu utilises le piezo. Tu as bien expliqué qu'il fallait avoir des instruments qui n'étaient pas agressifs pour ne pas blesser la muqueuse de l'autre côté. On te demande le matériau de comblement que tu utilises, mais je cru comprendre que tu ne voulais pas répondre à cette question. Allogénique, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, en tous les cas, en os de banque, l'os allogénique en France, il y a des banques autorisées en France, donc on n'utilise que les banques osseuses françaises. Donc voilà, donc l'os spongieux majoritairement, pour cette technique-là, pour cette indication-là, je pense est préférable à un cortico-spongieux. Voilà. Mais libre à vous, je ne vois pas très honnêtement, je ne vois pas de différence sur ce terrain-là par rapport à l'indication. Je suis content parce que tu as une bonne réactivité sur les questions. Alors je continue, j'en ai plein. Hein. Je pense que ça a été vraiment bien suivi et que ça a beaucoup intéressé. Plus il y a de questions, c'est que plus c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on risque si on fracture la table interne? On la fracture systématiquement. Puisqu'en fait l'ostéotomie entraîne une section complète de la table interne. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas utiliser un instrument pour terminer une fracture avec un instrument de fracture, parce que là on ne maîtrise pas une écharde qui peut se passer dans un sens, on peut déchirer le mur lingual, et là on rentre dans une problématique inflammatoire, infectieuse, nécrotique tissulaire, et avec un risque de complications qu'il faut surtout éviter. Il faut que ça se ferme très vite et qu'au bout d'une semaine on n'en parle plus. C'est-à-dire que tu
casse pas l'os. Je ne casse pas. Le piezo découpes sort en le piezo, lingual. Le voilà. piezo sort en lingual. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas utiliser d'instrument séquent, parce que le piezo sort en lingual. Si vous mettez votre doigt, vous le sentez à l'autre bout. Et après, tu nous as expliqué donc que tu décollais gentiment avec des instruments mousse. Absolument, pour pas sur la blesser partie apicale. La partie qui va au-delà du périoste. Absolument. Est-ce qu'on peut appliquer la technique au maxillaire? Tu nous as montré que oui. Oui, j'ai été un petit peu bref sur le maxillaire. Je l'avais fait dans le cadre du Géo d'un congrès de Philippe Caillat il y a une bonne dizaine d'années, si ce n'est un peu plus. Donc c'est des techniques qu'on peut utiliser au maxillaire. Attention, la laxité du maxillaire n'est pas la même histoire. Gagner de la laxité au maxillaire, c'est pas comme gagner de la laxité à la mandibule. Et je ne vous cacherai pas que je ne suis pas volontairement rentré sur le sujet. Déjà, il y a assez de matière ici pour que je sois invité une deuxième fois pour parler des osteotomies maxillaires et de la relaxation pour les osteotomies maxillaires. Ça sera avec grand plaisir. Toujours pareil, quel type de suture, quel type de point réalisez-vous? Alors, type de suture, dès qu'il y a une incision qui n'est pas dans un tissu kératinisé, les points en haut sont à bannir. Ce sont des points U horizontaux et depuis que je fais de la chirurgie, je fais systématiquement des U fermés. J'ai trouvé qu'il y a une personne, c'est assez amusant, une personne l'a publié il y a un an, une grande découverte que toutes les personnes qui font de la chirurgie utilisent depuis plus de 30 ans, bien avant nous. Eh bien, le point en U fermé, c'est que vous faites un U, vous passez dans la boucle, et quand vous faites un U fermé, en fait, le U approche conjonctif contre conjonctif et verse les berges, et le fait de le fermer, eh bien, vous les plaque sur la partie haute. Donc, c'est dans le même point, vous avez 2 points. Tu marques 2 points. Des détails techniques. J'ai apprécié ces questions sur les détails techniques. Quand tu fais ton ostéosynthèse, est-ce que le préforage est fait avant la distraction ou après la distraction? Alors, je voudrais juste, si vous le permettez, parce que c'est souvent un terme qui revient un peu de cette confusion, ce n'est pas une distraction. Le distraction, c'est un vecteur et c'est une élongation avec un dispositif, une mécanique qui va déplacer graduellement le secteur osseux. Donc la distraction... Je pense que le sens oui, de la question, le c'est le voilà. déplacement. Oui, Voilà. le déplacement. Alors justement, c'est pour ça, parce que parfois il y a un peu la confusion, effectivement, et si vous tapez distraction pour faire une recherche, vous n'allez jamais tomber sur l'ostotomie axiale. Donc c'est pour ça que je tiens à dire que c'est vraiment deux techniques différentes, même si elles ont les mêmes principes d'ostéotomie. Eh bien, le préforage, oui, il faut un préforage. Je préfère le préforage, j'ai déjà eu, s'il y a des amis maxillo dans la salle ou qui font de la chaire maxillo, vous avez remarqué que parfois vous avez des ostéites dans les vis autoforantes, dans les os denses à la partie basale. Moi j'en ai eu 2 fois ou 3 fois. On a vraiment une ostéite, une réaction infectieuse à l'endroit de la vis parce que le forage n'était pas suffisant, qu'on a utilisé des vis autoforantes très agressives. Je l'ai observé, donc je préfère effectivement faire un préforage et rentrer avec une certaine tenue, mais ne pas rentrer en force. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le sens de la question. Si je faisais un préforage. Je suis d'accord avec toi. Sur un os cortical très dense, on ne s'amuse pas à enfoncer une vis autotardante. La question c'est, est-ce que tu fais le préforage avant d'avoir... Avant la fracture, oui, voilà. Pardonnez-moi, j'étais parti sur l'autre versant. Oui, désolé. Bon, j'aurais répondu à une question peut-être qui aurait pu être. Le préforage, non, je le fais une fois que j'ai complètement libéré mon segment osseux. Je préfère le faire ainsi pour la simple raison, c'est que pour la partie crestale, c'est très facile de mettre un index, il faut toujours mettre un index, et venir forer. Et c'est quelque chose que j'ai, un réflexe que j'ai acquis par rapport à l'ostotomie transversale, parfois quand je faisais des préforages et que je terminais mon clivage, la tension générée par mon instrument me faisait une fissure à l'endroit de la ligne de faiblesse du trou de préforage. N'oubliez pas, on travaille sur des segments osseux pour la partie crestale qui font 2 mm, qui sont très fins, donc qui sont très peu importants. Donc si vous n'avez pas complètement fini votre clivage, que vous devez faire encore un peu de tension pour pouvoir le libérer, même s'il est complètement sectionné, mais qu'il y a encore une tenue et que vous forcez un peu sur le tissu, que vous avez une ligne de fragilité, ça risque de casser. Donc non, faites-le. Une fois que tout est complètement libéré, il faut le faire à ce stade-là. Alors, question suivante. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux ou plus confortable pour après de faire une greffe de gencive kératinisée en surface avant l'intervention osseuse? Alors, très bonne question, et pour ceux qui ont fait le DU avec nous à Rothschild, le DU de Paris, vous répondront mieux que moi. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Chaque fois que vous faites une augmentation osseuse, que vous mettez du kératinisé, vous déclenchez une fibrose et la relaxation tissulaire est infernale. Donc vraiment, travailler délicatement sur des muqueuses non kératinisées n'est absolument pas un problème. Pas de point en haut, c'est ce qu'on disait, aucun point en haut. On nous a enseigné depuis très longtemps qu'il ne fallait pas inciser dans les muqueuses libres. Il n'y a aucune raison de ne pas inciser dans une muqueuse libre. Quand vous faites un Lefort, vous incisez dans une muqueuse libre, mais il ne faut pas
en avoir peur. Mais par contre, il faut des points adaptés, des points OU qui éversent et qui rapprochent conjonctif, qui augmentent la surface de contact. Donc non, la greffe kératinisée, pour moi, d'épithéliaux-conjonctifs, doit être réalisée le plus confortablement pour le praticien et pour le patient, c'est de le faire au temps de mise en fonction, ça veut dire le dernier temps opératoire après l'intégration des implants. Question suivante, qui concerne le maxillaire. Quelqu'un demande si la distraction, encore une fois, Ostéotomie, c'est pas grave. l'ostéotomie du segment maxillaire est complète ou pas? Oui, toutes les ostéotomies sont complètes. Toujours. On ne force pas du tout pour la fracture. Sinon, on ne maîtrise pas la fracture. Je pense que la question, c'est parce que là, tu sors sur une muqueuse qui est différente. Oui. Qui n'est pas la muqueuse lâche du plancher et qui est la fibromuqueuse du palais. Donc, c'est beaucoup plus difficile à décoller. Donc, c'est seulement, j'imagine, un axe de rotation. Tu ne peux pas avoir une translation. Mais on ne mourra pas, je ne parlerai pas aujourd'hui. Non, on peut gagner de la laxité au niveau du palais, on gagnera. Mais franchement, je n'ai pas envie de dévoiler le sujet et j'aimerais pouvoir vous le présenter, franchement. Vraiment, bon, c'est parti remis. J'aimerais pouvoir vous le présenter. Puis c'est quelque chose que je n'ai pas publié, donc je préfère, s'il vous plaît, vous le faire construit plutôt que d'en parler. Autre question intéressante. Est-ce qu'on peut utiliser les implants pour les considérer comme des fixtures qui éviteraient le rabattement des zones, c'est-à-dire parfaitement. Faire en sorte c'est une très bonne idée, elle m'a effleuré, mais je n'ai pas trouvé le moyen de le faire. Alors, je m'explique. Pour mettre un implant, jusque-là, je n'ai jamais réussi à passer un implant dans un trait d'ostéotomie et le remettre droit. Vous me suivez? Si je dois le mettre crestalement, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je décolle. Ou je vais faire un transmuqueux et je vais rompre ma vascularisation. Donc je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut vraiment laisser la cicatrisation agresser le moins. N'oubliez pas encore, on travaille sur un os cortical, 2 mm d'os cortical, ce n'est pas un os normal. Donc même si vous pensez qu'en transmuqueux c'est quelque chose qui ne pose pas de problème, vous déclenchez une blessure dans un os cortical, une ischémie, et vous risquez de payer le tribut. C'est-à-dire que votre implant, s'il tient sur 2 mm sur la partie crestale qui a une ischémie à ce niveau-là, vous avez perdu votre avantage, vous avez infecté l'intérieur de votre os, et croyez-moi, pour l'avoir vécu dans la distraction, cette fois je dirais bien dans la distraction alvéolaire avec le distracteur de Chin, qui était un distracteur intra-alvéolaire et non pas latéral comme ça a été fait par la suite avec le distracteur de Martin, eh bien quand on passait par l'intérieur, qu'on avait une réorganisation au niveau crestal, eh bien on se retrouvait systématiquement avec une progression de l'infection dans cet os cortical peu vascularisé et des infections secondaires. Ensuite, comment tu fais pour maîtriser l'élasticité des tissus en fin d'intervention? Pour gagner de l'élasticité, je pense. Je présume que c'est pour pouvoir fermer en vestibulaire. Oui, alors là c'est relativement simple. En fait, je pars du principe que la relaxation doit se faire au détriment effectivement de la partie libre et non pas de la partie adhérente. Donc effectivement, c'est la partie jugale que je cherche à ramener le plus facilement, puisque la partie crestale, eh bien, elle allait monter toute seule, elle est montée avec nous. Eh bien, on va utiliser des Metzenbaum et faire une dissection, une relaxation assez classique. Et puis, j'invite pour ceux qui veulent le faire, eh bien, on a des workshops qui sont sur ce sujet-là, avec beaucoup de partenaires, que nous faisons en interne ou avec beaucoup de partenaires. Et ceux qui sont intéressés, eh bien, voilà, vous m'envoyez un petit mail et je vous donnerai ces workshops. On a des workshops qu'on fait également sur pièces anatomiques, dans des laboratoires d'anatomie, plus à Paris maintenant parce que c'est compliqué, mais en province, on a 2 spots où on les fait. Vous voyez sur ce petit drapeau les 2 spots possibles. Le prochain spot possible sur lequel on pourra le faire sera celui de Bordeaux, et c'est déjà prévu. Donc on pourra en parler. Effectivement, décrire une relaxation sans image et sans, on va dire, sans l'outil à la main, c'est compliqué. Mais c'est une relaxation avec des instruments mousse, des Metzenbaum, et une incision initiale qui définit la zone de clivage. Les Metzenbaum, ce sont des ciseaux à disséquer. Absolument, à bourron. Au maxillaire, combien de temps entre les 2 interventions? 4 mois, pareil. 4 mois. Je ne change pas la donne par confort, parce qu'en tous les cas, la cicatrisation fracturaire, on a dit, elle est de 3 mois, et quand on revient plutôt par rapport aux matériaux que nous avons rajoutés, à la maturation des matériaux rajoutés, et peut-être qu'au maxillaire, les matériaux vont avoir une rapidité d'intégration plus rapide. Je n'en suis pas certain, parce qu'on a ouvert les espaces médulaires du maxillaire, on a ouvert les espaces médulaires de la mandibule. Dans les 2 cas, on a un flot vasculaire qui est important. Je ne suis pas certain qu'on puisse mesurer ça de façon clinique. Il faudrait faire ça d'un point de vue animal, faire des études. Et je pense qu'au-delà d'un certain stade, gagner 1 mois entre 3 mois ou 4 mois ne représente pas un avantage, à mon avis, décisif. Donc je ne gagne pas de temps. Je me suis posé cette question, mais je trouvais que c'est une question
à risque, si on doit la valider cliniquement et non pas en recherche, elle n'est pas validable, elle n'est pas recevable d'un point de vue clinique en validation. Est-ce que tu as des déhiscences? Alors des déhiscences, j'en ai eu. J'ai eu un patient, effectivement, je vous illustrerai ce cas. J'ai eu 2 cas de déhiscence en fait du segment cortical. Et dans la majorité des cas, j'étais en présence d'une affection générale non diagnostiquée. La plus frappante d'entre elles a été un patient que j'ai opéré effectivement sur des cas relativement simples de stotomie transversale, des rattrapages, des comblements, et où tout se passait bien. Puis 3 semaines, 4 semaines après, on avait des situations avec des apparitions de petits îlots de surinfection sur les cols où les choses ne se passaient pas de façon idéale. Et puis le patient, je lui dis, écoutez, vous allez revenir, je vais vous faire une implantoplastie, on va faire une régénération, pardon, une implantoplastie et des greffes gingivales à la périphérie de vos implants. Le patient disparaît 1 an et demi après, revient. 1 an et demi plus tard, je me suis dit, ça va être la catastrophe. Et tout était stabilisé comme le premier jour où il est parti, ça veut dire avant 1 an et demi plus tard. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été voir un paro, vous êtes suivi? Non, pas du tout. Ben, j'ai été dialysé. On m'a découvert une insuffisance rénale qui n'était pas diagnostiquée. Et c'est un cas que nous avons publié. Je fais une thèse, on a piloté une thèse, il est en cours de publication. Effectivement, sur le diagnostic des insuffisances rénales précoces dans ces troubles-là. Donc, une insuffisance métabolique peut entraîner ce type de problème. Une fracture, oui, alors là, oui, une fracture, un segment osseux qui n'est pas suffisamment stable à la mandibule, un segment cortical qui n'est pas assez stable, oui, c'est problématique. Là, on est effectivement dans des risques ischémiques importants. Et quand ça se nécrose, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut enlever le segment. J'ai observé, mais je ne peux pas dire que c'est une vérité, je l'ai observé à 2 reprises, effectivement, le fait de retirer le segment et de laisser le temps, une reconstruction osseuse pratiquement dans l'enveloppe muqueuse initiale, parce que ce n'était pas des complications infectieuses immédiates où là tout part en vrille, c'était des complications une fois que les tissus muqueux avaient terminé quasiment leur maturation et des troubles de cicatrisation et des nécroses secondaires. Donc là, l'enveloppe muqueuse était déjà définie, probablement l'enveloppe périostée était déjà à peu près terminée, sauf dans le site de la complication, et j'ai les images de reconstruction osseuse qui se sont faites dans cette enveloppe-là, quasiment sans perte osseuse. Mais effectivement, le risque ischémique existe. Alors, risque ischémique, c'est la question suivante, c'est le risque hémorragique. Que faire en cas d'hémorragie, surtout chez un patient sous anticoagulant? Je présume que tu ne fais pas trop ça sur les patients sous anticoagulants. Très honnêtement, un patient, des patients sous anticoagulants sans association d'antiagrégants, ça ne me pose pas de problème particulier. Je suis un grand consommateur d'hexacil, je l'utilise énormément dans ce cas-là, dans ce type de situation pour stabiliser. Je maîtrise bien l'hémostase en post-opératoire immédiat. Je garde les patients sous surveillance de pratiquement 1 heure en post-opératoire au cabinet, que ce soit pour une ROG ou que ce soit pour une transversale. Je ne pense pas que l'axial présente plus de risques hémorragiques. Et je vais peut-être vous surprendre, mais tout ce que je vous ai dit va peut-être vous sembler logique, c'est que mon risque hémorragique est moins important dans une osteotomie axiale ou transversale qu'il ne l'est dans une greffe d'apposition où j'ai une relaxation tissulaire beaucoup plus violente. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, enfin pas aujourd'hui, si je ne touche pas l'artère alvéolaire, si je ne touche pas une artère du plancher, mon saignement osseux il est quasi nul. Le saignement majeur que je vais avoir, ça va être dans la relaxation de mes tissus mous. Donc dans une ostéotomie, j'ai une relaxation de tissus mous qui est bien moindre que dans une augmentation conventionnelle. Alors, chers amis, vous avez compris que Georges Khoury a tout à fait lu et respecte les recommandations de la Société française de chirurgie orale sur la gestion des patients sous antithrombotiques. Ah, je vous recommande, ça doit être la table de chevet de tout le monde. Une question que je n'ai pas bien compris, alors je te la lis telle quelle. Est-ce qu'un sticky bone, alors je ne sais pas ce que c'est, peut être utilisé pour combler le trait de fracture? Oui. Alors pour répondre, qu'est-ce qu'un sticky bone? Un sticky bone a été défini par notre ami Joseph comme étant un mélange d'issus de facteurs plaquettaires, de PRF, de IPRF et de A, puis après de SPRF, avec une matrice halogénique. Et donc la présence de collagène et de ce PRF-là entraîne une réticulation avec le sticky bone tel que décrit par Joseph, avec quelque chose qui est extrêmement flexible et qu'on peut effectivement remodeler, et c'est vraiment intéressant. Alors dans ces cas d'ostéotomie, oui, ça peut très bien se faire, et d'ailleurs je l'ai utilisé, je ne l'ai pas cité, mais je l'ai utilisé, je n'ai pas montré toutes les images, je l'ai utilisé pratiquement dans tous les cas qui sont à partir des années 2008-2009. Donc ce sticky bone. Je n'utilise pas le terme de sticky bone à partir du moment où il y a xénogreffe parce que la structure même du matériau change. C'est-à-dire qu'on est avec un matériau qui est cohésif,
Ce matériau cohésif n'est plus pliable, n'est plus élastique comme on pourrait l'avoir avec un sticky bone uniquement halogénique. Le fait de rajouter une matrice xénogénique change la structure physique de ce matériau. Il reste cohésif, on est capable de le prendre dans une précelle, mais il n'est pas élastique, il n'est pas modulable, il n'est pas modelable. C'est ce que j'ai appelé la régénération osseuse hybride. C'est une longue discussion que j'avais avec Joseph depuis très longtemps. Je lui disais depuis une vingtaine d'années, presque, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, que l'os de banque tout seul n'était pas une bonne idée, qu'il fallait adjoindre une xénogreffe pour le rendre stable, et aujourd'hui c'est devenu pratiquement consensuel. Donc c'est effectivement le sticky bone dans l'ostéotomie transversale, le sticky bone dans l'ostéotomie axiale remplit pleinement ses propriétés et facilite complètement l'utilisation. On demande sur un patient sain, ASA 1, qu'est-ce que tu prescris en pré-op et en post-op pour ces interventions? Alors, c'est une question assez intéressante. Je voudrais peut-être, si vous le permettez, l'étendre un petit peu plus aux patients qui sont ASA 2. Au-delà, on ne les traitera pas. C'est la même prémédication. À partir du moment où je vais utiliser un biomatériau, je systématise l'action complémentaire d'un acide clavulanique ou de flagelle. Donc avec une matrice de base qui peut être une pénicilline, qui peut être une céphalosporine de 3e génération, c'est ce que j'utilise le plus. Donc effectivement, augmentin, Aurilox, flagile, dès que je vais utiliser un biomatériau dans un milieu fermé, sont les matériaux que j'utilise, plutôt les antibiotiques que j'utilise de première intention systématiquement. Avec, pardonnez-moi, pour la partie anti-inflammatoire, une corticothérapie flash sur 5 jours en prédnisolone en milligrammes kilo, donc en moyenne 60 mg pour une intervention. Attention au poids si c'est une personne de 40, mais voilà, en milligrammes kilo jusqu'à 60, une prise journalière le matin pendant 5 jours. Autre question? Pardon, et pour compléter, première intention antalgique de niveau 1, dans 90% des cas on s'arrête au niveau 1, donc Doliprane seul. Pas d'association avec un opiacé. Donc c'est pas très douloureux en sortie, c'est ce que tu as dit. Oui, les suites opératoires sont assez limitées. Comment tu gères une localisation du foramen mentonnier sur le trajet d'incision théorique du piezo? Je me demande si la question n'est pas posée à l'envers. Oui, je comprends un petit peu la question. En fait, une fois qu'on a identifié le mentonnier, une fois qu'on a décollé, qu'on a identifié le mentonnier, on a bien entendu pris le soin de mesurer préalablement sur le CT scan ou sur le cone-beam la hauteur osseuse et si elle était régulière et si elle n'était pas inversée. J'en ai jamais vu. Personnellement, à partir du moment où la hauteur mentonnière était définie, sauf une perte en ce que j'appellerais en morsure de chien, ça veut dire vraiment une perte vestibulo-linguale, je n'ai jamais vu un trajet de nerf alvéolaire qui remonte en convexe vers le haut. Il est toujours convexe vers le bas. Donc si on suit la concavité de la crête et qu'on fait une ostéotomie qui est en partant du mentonnier 1 mm au-dessus du mentonnier et qu'on respecte bien cette mesure et cette visualisation de cette mesure, effectivement, le risque existe, mais il faut faire très attention. Ça ne se fait pas tout seul, ce n'est pas une technique qui s'apprend toute seule, il faut être accompagné, il faut avoir fait sur pièce anatomique, ça ne se fait pas comme ça. Alors, dans les procédures qui sont en cours de développement, on arrive de plus en plus sur la chirurgie guidée, et nous avons des projets qui sont actuellement en cours et des cas cliniques qui sont en cours. Pour aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement, on va dire, sécurisé pour pouvoir le faire. Pour faire un prélèvement de surface, aucun problème. Pour faire une ostéotomie complète, on n'y est pas encore. Quel est ton sentiment sur la stabilité du volume gagné à long terme par rapport à une ROG hybride? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que sur une régénération osseuse hybride, la stabilité volumétrique est plus intéressante à long terme. On a cette expérience dans le sinus, et donc cette expérience dans le sinus nous montre qu'effectivement, quand on a une xénogreffe qui est intégrée, on a une stabilité volumétrique qui est au-delà. Donc je pense que c'est quelque chose qui, sur ce point-là, peut être intéressant. Le sinus, si tu le permets, c'est un endroit qui est béni des dieux pour la résorption, par rapport à un apport... pas un apport cristal, oui. Absolument. Et donc, c'est dommage, c'est une question à laquelle j'aurais pu répondre sur un cas clinique que j'ai enlevé juste pour rester dans les temps. Pour vous donner une idée, je parlerai de l'ostéotomie et après on parle de la régénération. J'ai placé des implants mandibulaires dans un site d'atrophie symétrique chez le même patient. Site gauche avec des implants totalement passifs, parmi les plus passifs du marché, ça veut dire aucune contrainte au niveau cristal, ils rentrent comme dans du beurre et d'ailleurs on peut quasiment jamais les mettre avec un pilier de Sika immédiat. Donc les implants étaient totalement enfouis, complètement neutres dans le site atrophié et de l'autre côté j'ai fait une ostéotomie axiale
Et dans le site d'ostéotomie axiale, après maturation, j'ai posé les implants. Et bien là où j'avais fait une ostéotomie, j'avais une stabilité osseuse beaucoup plus intéressante, aucune réorganisation osseuse cristal. Alors ça peut surprendre, on dit oui mais comment c'est possible? C'est possible parce que à partir du moment où on déclenche le cycle d'un remodelage, à partir du moment où on fait un acte chirurgical, qu'on relance la dynamique d'un remodelage, regardez dans tous vos sites opérés, eh bien le site est beaucoup plus favorable à accepter le trauma d'un forage et d'intégrer les implants. Et dans tous les cas où vous avez un site sclérotique, mandibule avec un stélite, où vous avez une os corticale, vous forez, vous mettez des implants, observez vos radios, regardez vos radios et regardez combien de fois vous avez des résorptions et des réorganisations cristales qui se sont installées. Même si elles ont été limitées de 1 mm ou d'1,5 mm, mais elles sont là. Et sur les sites d'ostéotomie qui ont été remodelés par un premier acte chirurgical, une réorganisation complète du volume osseux qui s'est faite au bout de 4 mois avec un remodelage, une pénétration vasculaire très importante, et bien dans ce contexte-là, vous avez un os qui est beaucoup plus stable. Donc le site d'ostéotomie axiale est un site qui est très propice. Une fois que c'est stable, c'est vraiment extrêmement stable. On le voit avec la croissance osseuse. Maintenant, est-ce que le long terme, le moyen long terme va nous confirmer que dans la régénération osseuse hybride, on va avoir une réponse osseuse meilleure que dans un os natif? Et vous voyez où je veux en venir. Ça, c'est une affirmation que j'ai tenue dans la régénération osseuse hybride. Suite dans les prochaines années. Une question un peu pernicieuse. Tous les cas que tu as montrés, c'est des réhabilitations jusqu'à la 2e molaire. Est-ce que tu acceptes de faire des reconstitutions avec des arcades courtes? C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent à la 6e, à la dent de 6 ans. Là, je ne comprends pas la question. C'est de corriger en arcade courte. Tu vas très loin en arrière, oui. tu reconstruis jusqu'à la 7. D'accord. Est-ce qu'on peut corriger jusqu'à la 5 en fait, ne pas aller aussi loin? Oui, voilà, de faire des arcades courtes. Oui, le problème encore une fois mes amis, si on reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout dépend dans l'observation du cas clinique où sont mes repères. Si on prend le septum comme étant le repère, il est facile à identifier sur une dent. Sur un édentement de grande étendue, comment l'identifier? Eh bien, on ne peut pas l'identifier, puisqu'il n'y a pas de septum à proprement parler. Vous allez créer votre espace de septum. Plus je vais me rapprocher de ma ligne oblique, plus je peux corriger en hauteur. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est ma ligne oblique. Si je fais une ostéotomie qui fait ceci, je suis encore dans ma ligne oblique. Mais si j'ai ma ligne horizontale et que je fais au niveau de la prémo, mon septum est là, je fais ça, j'ai un très gros décalage entre mon septum et la partie de la 6, la partie cristal de la 6. Donc je vais me retrouver avec une marche d'escalier. Et on le sait, la nature a horreur de ces marches d'escalier, donc on va se retrouver systématiquement avec un remodelage, un arrondissement, et on va réaplanir, et on va venir en mourant sur le site de la prémo. Donc j'oserais dire, même si vous voulez faire une réhabilitation implantaire en arcade courte, il faut aller chercher l'ancrage dans la branche montante. Je ne sais pas si c'était la question et si j'ai été clair dessus. Je pense que c'est une question philosophique sur le fait est-ce qu'on peut s'arrêter à réhabiliter jusqu'à la 5 ou la 6. On peut réhabiliter d'un point de vue implantaire, oui. En dehors ce que tu Non, oui, mais on ne, oui, je pense, mais disons que se dire si on s'arrête au niveau de la 5, est-ce qu'on est plus à l'aise de réaliser moins de risques ou autre? Non, je pense qu'au contraire, on s'expose à un remodelage beaucoup plus important parce que les marches d'escalier en augmentation osseuse, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des indications différentes entre les deux techniques, c'est-à-dire entre la rotation et la translation osseuse? Et si les deux sont possibles, laquelle tu préfères? C'est-à-dire l'ostéotomie axiale stricte ou l'ostéotomie axiale de rotation? Si c'est ça la question. Je présume. Oui, je pense que si c'est entre les deux, non, c'est une question d'indication. Si j'ai de l'épaisseur osseuse initiale, je ne vais pas me compliquer la vie, je fais une axiale pure. Si je manque d'épaisseur osseuse, je ferai une rotation. Si c'est ça la question. Après, il y a quelqu'un qui est dubitatif parce qu'il voit que tous les cas que tu montres, les gens n'ont pas de douleur, ils n'ont pas de... Sur le plan esthétique, c'est merveilleux, etc. Donc, il se demande si c'est vraiment une réalité. Alors, la réalité, effectivement, je vous l'ai dit que j'ai déjà eu des cas d'ostéite, j'ai eu des complications, mais c'est très bien de douter. C'est très bien de douter. Sur les suites opératoires, ça peut paraître effectivement un tout petit peu surprenant, mais je vous assure que ce sont des suites qui sont extrêmement modérées par rapport à mes régénérations osseuses à moi, par rapport à mes augmentations osseuses par greffe autologue que j'ai faites. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été élevé à l'école de la maxillofaciale et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en reconstruction osseuse avec de l'autogreffe exobuccale, puis endobuccale. J'ai fait énormément de régénération osseuse. Je peux vous dire
que réellement, les suites opératoires les moins importantes, et là, s'il y a des amis qui sont dans le DU demain, ils peuvent le poster sur le groupe et le dire, et dire ce qu'ils ont observé dans leur technique à eux. Je ne parle pas au DU, mais je parle des ostotomies segmentaires qu'ils ont pu faire eux-mêmes. Les suites opératoires sont vraiment peu importantes parce que les suites opératoires ne viennent que très rarement de la structure osseuse. Les suites opératoires viennent de la réaction inflammatoire des tissus mous, de la dilacération des tissus mous, des incisions, des sections musculaires. C'est là où on a nos suites opératoires. L'ostéotomie en elle-même, quand vous faites un Lefort, les suites opératoires au niveau osseux sont quasi nulles. L'hématome, il vient des incisions et des décollements des tissus mous. Donc oui, effectivement, vous pouvez en douter, mais la réalité, elle est bien dans ce sens-là. Alors justement, il y a une question qui te demande comment tu fais ta laxité vestibulaire, si c'est le soft brushing. Ah non, ou non, alors non, non, non. la non, dissection non, en épaisseur partielle. Non, non, le soft brushing est intéressant, je pense, en lingual. Non, il faut vraiment faire une incision périostée, c'est-à-dire c'est quelque chose, on a un périoste qui est bien identifié, on a une situation, il faut vraiment fendre le périoste et puis rentrer dans cet espace fendu avec des ciseaux à dissection. Le soft brushing est une technique qui est intéressante pour démarrer, pour maîtriser un petit peu on va dire la relaxation tissulaire. Elle est très efficace en lingual. Mais si vous vous retrouvez face à une fibrose, à un site sclérotique, s'il y a eu une pose d'implant, une infection autre, vous avez un tissu fibreux, vous êtes obligé de sortir votre bistouri, de sectionner cette phase fibreuse et le soft brush ne suffit pas. Donc dans les cas de tissu simple, vous pouvez le faire, oui effectivement, s'il y a une laxité tissulaire, qu'il n'y a pas de site fibrotique, vous pouvez très bien le faire avec, il n'y a aucune problématique à le faire, mais il ne faut pas oublier que maîtriser le bistouri et la relaxation conventionnelle, c'est votre solution de sauvegarde au cas où le soft brush tombe dans une zone sclérotique. Et enfin, une dernière question. Entre la RGO hybride et l'ostéotomie d'augmentation, sur quels critères tu te bases pour choisir l'un l'autre et quelle est la proportion, le ratio entre chaque technique dans ton exercice? Alors, sur le premier aspect, sur quoi je me base, je l'ai abordé brièvement, l'espace interarcade, l'hématome secondaire, la direction de l'os, le volume de l'os, la médullarité de l'os. Plus je vais avoir un os corticalisé, peu vasculaire, moins je vais aller sur l'ostéotomie parce qu'effectivement, le risque d'ostéite est plus important sur les os de type D1 complètement. Quand vous avez que du blanc, c'est une technique à éviter, à mon sens. Et la régénération osseuse reprend une indication sur ce point-là. Donc, l'indication de la régénération osseuse est une indication qui est de plus en plus grandissante au fur et à mesure que l'ingénierie tissulaire que nous connaissons, que nous maîtrisons et les process que nous développons et sur lesquels on travaille. Nous avons un process avec deux amis qui est sur le point de voir le jour. Il a déjà vu le jour en validation clinique et il va être assez intéressant à observer dans les années à venir. Eh bien, l'indication se pose en fonction d'un critère de choix, d'accès, d'ouverture buccale, d'espace interarcade, de qualité tissulaire périphérique. Et puis, le dernier point, quel est le ratio aujourd'hui que j'observe dans mes cas? Eh bien, je pourrais presque dire que la régénération osseuse a remplacé quasiment la greffe autologue dans mon activité. Mais quand je dis quasiment, c'est-à-dire les greffes autologues en prélèvement autologue, je n'en fais plus très peu. Et ce n'est pas par goût, par envie, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant de longues années et qui était mon cheval de bataille. Pour ceux qui s'en souviennent, de la greffe tunnelisée, des prélèvements osseux et des greffes tunnelisées corticospongieux, jusqu'au 3D, après en complément dans les pertes osseuses, en morsure de chien, comme je les appelais. Non, aujourd'hui, effectivement, la régénération osseuse prend le grand pas sur l'augmentation osseuse. Je pense que la régénération osseuse est évidemment la voie d'avenir qui va le plus se développer. Mais comme toutes les techniques, arrivera un moment où on va rencontrer une limite, on va rencontrer un échec, et subitement vont apparaître des indications qu'on n'avait pas vues jusque-là. Ça a été la même chose sur les greffes autologues. On a eu le mentonnier qui a pris le dessus, on a eu le crânien qui a pris le dessus. Pourquoi on a abandonné le crânien? Parce qu'on a pu prélever au niveau mentonnier, on a abandonné le mentonnier pour le rétromolaire. Puis on s'est rendu compte que le mentonnier, en fait, c'était pas si mal. On avait de la spongieuse aussi, donc plutôt que de faire une paroi osseuse et de mettre des particules, si je prends une corticospongieux, j'obtiens le même bénéfice. On a parlé des suites opératoires. Donc vous voyez, tout est un éternel aller-retour. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire c'est cette technique et il n'y aura plus rien d'autre. Je pense qu'il y aura toujours des indications pour l'une et pour l'autre. Et c'est notre expérience commune et on va dire notre travail mis ensemble qui permettra d'en affiner un petit peu les contours. C'est la voie de la sagesse. Je te remercie vraiment du fond du cœur parce que tu as fait honneur à notre société. Donc au nom de la SFCO, je te remercie beaucoup. Je voudrais aussi remercier nos auditeurs parce qu'en fait, on a vraiment
dépassé notre temps de parole. J'espère que voilà, ça ne les a pas trop entravés dans leur soirée. Je voudrais surtout vous rappeler que pour ceux qui n'auraient pas pu peut-être assister jusqu'à la fin, et puis ceux qui voudraient simplement revoir cette intervention, elle est disponible. Elle sera disponible sur la page Facebook de la SFCO. Elle sera disponible sur YouTube. Elle sera disponible sur le site d'ABCDan. Donc là, si vous voulez le partager, si vous voulez faire voir ça à d'autres personnes, n'hésitez pas. Et enfin, et surtout, je serai très heureux, nous serions très heureux de vous accueillir à Bordeaux le 9 septembre pour notre congrès, enfin, en présentiel. Enfin, voilà, on pourra se dire bonjour, se saluer, se congratuler, et ça sera vraiment une fête pour tous. Donc j'espère qu'on sera très nombreux et enfin retrouver la joie et la voix du congrès. Donc je vous remercie à tous de votre attention. Encore une fois, merci à Georges. Merci à toi. Et puis avec grand plaisir. Et puis donc au mois de septembre. Au revoir à tous. Merci. Et désolé si je regardais trop souvent en haut, mais il y a un écran qui m'a perturbé et je réalisais en fait que je louchais quasiment. Merci les amis, merci pour la soirée. C'était un vrai plaisir de partager avec vous. Super. Bonne Salut. soirée. Au revoir. Thank you.